Café de la Croix est de retour. Bah, il était temps de se retrouver quand même, hein. C'est bien parce que les invités reviennent sur leur enfance, ils reviennent sur leur parcours, ils sont capables de découvrir un autre visage de l'invité en question, que ce soit dans le monde du politique, du sport, de la littérature, des arts. En fait, c'est la nature humaine qui nous intéresse, hein. C'est pas le politique, c'est pas les sportifs. Quelles que soient les positions, on rencontre des êtres humains qui ont eu tout simplement. Le Café de la Croix. Alger chaîne 3. Après une première édition, le Festival d'Alger des Sports revient et vous invite à vivre de nouvelles expériences, bien sûr. Plus de 120 activités au programme. Entre compétitions, également démonstrations, ateliers et spectacles, venez vivre avec nous un événement exceptionnel, riche en énergie, du sport, de la culture et des rencontres au cœur de la ville d'Alger-la-Blanche. Ça commence aujourd'hui, ça va se poursuivre pour ceux qui habitent Alger et ses environs, pour notre plus grand plaisir bien sûr, jusqu'au 3. 14 sites retenus pour cette nouvelle édition, soutenus par nos porte-drapeaux et athlètes à l'image du marathonien Khaled Ben Aïssa, Brahim Gendouz pour le kayak et bien d'autres bien sûr. Dois-je vous rappeler que la première édition, bien sûr, avait pour vocation de célébrer la santé, les liens sociaux, et cette seconde vise à réhabiliter et réinvestir les espaces publics au profit des citoyens. Voilà donc un café de la Troie aux couleurs marines, mais également saveur saline. Merci d'être avec nous aujourd'hui en direct de la Sablette d'Alger, exactement à la Marina. Vous voulez nous rendre visite, ça nous fera réellement plaisir de venir à votre rencontre. Et bien justement, notre première invitée pour cet après-midi de ce 1er mai est une championne sportive ayant un rapport assez viscéral à Alger-la-Blanche, sa Casbah natale et la mer. Il s'agit de Douja Brahimi. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation, Douja Brahimi. Merci Vous pour êtes Alger chaîne 3. la fille du célèbre poète, philosophe, acteur mythique dans Tahia et Didou de Mohamed Zinat. Himoud Brahimi, bien sûr, dit Momo pour les intimes, qui vous a entraîné dans le milieu de la culture et des arts. Eh bien, je ne sais pas si ce lieu vous rappelle des souvenirs, Douja Brahimi. Ça me rappelle ma jeunesse quand on faisait des meetings, des championnats d'Algérie. Ça me rappelle ma jeunesse quand on faisait les championnats méditerranéens ou les championnats maghrébins. Mais vous avez oublié de dire quelque chose alors. Vous savez, on aura plein de choses à dire. Du monde. Les Jeux méditerranéens de 1975, nous y reviendrons bien sûr avec vous. Notre deuxième invité qui est en train de nous chercher ici au niveau même de la Marina a reçu lors des Algeria Tourism Awards en avril 2022 le trophée du meilleur livre d'art. Il est écrivain, éditeur, physicien. Nadir Djama expose au Bastion 3 encore pas loin de mer, au PS à l'occasion du mois du patrimoine jusqu'au 18 mai. 40 ans de passion photographique. En tout cas, ce qui est le plus le grand curieux que je suis, c'est son exposition au MAMA, au Musée d'art moderne et contemporain d'Alger. Ça va certainement vous renvoyer à de très bons souvenirs parce qu'il a réellement marqué les lieux. Puis il a un rapport très particulier avec l'histoire, les régions et les objets. Il va nous en parler tout au long de l'émission de cet après-midi. Notre troisième invité, en même temps que son acolyte, féru de couleurs depuis toujours, il flirte continuellement entre les lettres et les pinceaux. Jawdat Gassouma, encore lui me disait Jawid Azekad, qui est aujourd'hui à la réalisation. Non, si on le reçoit parce qu'il est d'actualité, hein, sans vouloir nous justifier. Il expose en ce moment à la Maison de la Culture Mouloud Mamri de Tizi Ouzou jusqu'au 4 mai en compagnie de Saïd El Djama, qui depuis 1969, ça ne nous rajeunit guère. Eh bien, il a quitté Alger pour Paris, une ville inspirante, et aujourd'hui, retour à Alger, la source de toute sa création, son rapport à la création, son rapport à Alger, son rapport à la mer, son rapport au sport. Eh bien, nous allons en parler également tout au long de l'émission. Alors, je vous le disais, encore une fois, pour ceux et celles qui viendraient tout juste de nous retrouver aujourd'hui, un café de la Troie aux couleurs donc marines et aux saveurs salines, en direct donc de cette grande manifestation. Je le rappelle encore une fois, pour ceux et celles qui viendraient tout juste de nous retrouver, hein, Alger vit tous les sports. Vous avez votre micro juste à côté, hein. Bonjour ma chère amie. Bonjour. Un plaisir de vous recevoir, Douja Brahimi. Chaque fois tu oui, fais un lapsus. Il y a des jeux partout. Hein. Alors dites-moi, votre rapport à la mer, votre rapport au sport et votre rapport à Alger, c'est pratiquement trois fondations premières dans votre construction, dans votre être. Absolument. Et l'amour pour l'Algérie surtout. L'amour. L'amour de l'Algérie. L'amour de l'Algérie a commencé avec la mer, oui, avec mon papa.
avec le sport, la danse. Il ne faut pas oublier que j'ai fait le conservatoire d'Alger. Et le ressenti, le vibrato algérien, c'est un vibrato à part. Donc, quoi qu'on fasse en Algérie, on a envie de... avec amour, avec passion, et pour gagner, pour réussir. Mais que vous inspire la mer, donc justement? Vous savez, dès qu'on parle de la mer, on parle de Momo et de ce film mythique, Tahia Yadidou, qui a été tourné à quelques kilomètres d'ici. Oui. La mer m'inspire moi depuis toute petite. Ouais. Donc on habitait la Casbah, j'avais ma fenêtre de ma chambre donnée sur la mer. Elle m'inspire le voyage. Elle m'inspire la liberté. Et vous me disiez, encore une fois, pour la préparation de cette émission, impossible pour moi de couper ce cordon ombilical. Non, vous êtes un petit peu notre Ulysse au féminin, Doucha Brahimi. Peut-être. Impossible de couper ce cordon. Je ne coupe pas le cordon Alger ailleurs. Alger, c'est Alger. Comme tout à l'heure, on parlait avant l'émission. Je disais, la mer d'Alger n'est pas la mer de l'autre côté de la Méditerranée. Nous, on est l'Afrique, le Nord-Afrique qui va vers l'Europe. Donc la mer, le froid qu'on a toujours ici vient de là-bas. Mais quand on est de l'autre côté, il n'y a pas cette douceur, il y a cette légèreté. Il n'y a pas cet amour qu'on a vers la ville. C'est un peu nostalgique ou un peu passaïste, Doucha Brahimi. Tout le temps. Ouais. Partout où je vais en Europe... Il y a une charge émotionnelle dans lorsque vous parlez de votre rapport à Alger, à la mer et à la Casbah. Partout où je vais, et pourtant j'ai voyagé, j'ai vécu dans plusieurs pays, je cherche un bout de l'Algérie et un bout d'Alger. Alors on parlait de ce festival d'Alger qui revient pour cette deuxième édition avec pas moins de 120 activés au programme. Vous, c'est la danse à travers cette association que vous avez créée il y a à peu près une quinzaine, une vingtaine d'années du côté de l'île. C'est Corps et Métaphore. Vous avez toujours été en dialogue avec, encore une fois, la danse, l'inspiration, où Alger, encore une fois, s'impose dans vos créations. Alger s'est imposé beaucoup. Parce que j'ai fait le conservatoire, je suis danseuse classique, il ne faut pas l'oublier. J'ai été très malade, j'ai attrapé une maladie qui s'appelle la polyarthrite rhumatoïde, que j'ai toujours et je me soigne, et qui m'a poussée à revenir à mes origines. Et j'ai essayé de trouver les danses traditionnelles, mais pas les danses traditionnelles qui sont les vraies danses du patrimoine algérien. On va prendre la danse kabyle ou la danse chaoui. Mais c'est l'Andalous qui nous a été apporté il y a 4-5 siècles par les Andalous, qui sont des danses pour nous contemporaines et modernes, et en même temps des danses savantes, avec la musique savante. J'ai mis 10 ans pour mettre en application et pour comprendre comment fonctionnait cette musique et les pas. Vous êtes dans une forme de revendication identitaire Oui, tout le temps. Doucha Brahimi. Oui, tout le temps. Tout le temps. Tout ce travail, toute cette réflexion. Mais en fait, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai été formée par le ministère de la Culture pour être formateur de danse. Donc, ils ont sélectionné une certaine catégorie de femmes qui faisaient des danses orientales, des danses africaines, des danses indiennes. Et en fait, ils nous ont invités pour leur donner notre patrimoine. Donc, ils nous ont dit, vous allez préparer des choses, mais en fait, on était là pour donner, mais pas pour recevoir. Et ils nous ont dit clairement qu'entre 1830 et 1962, ce patrimoine leur appartient. Ah, moi, j'ai dit, c'est pas possible. Oui. Mais ils ont bien insisté. Donc, il faudrait qu'on le rende, nous. Parce que moi, je suis née quand même en 55, donc je suis née pendant la guerre. Et ils nous ont emmené une espèce de femme française qui nous a dansé l'Ikhlas. Tu sais, Ikhlas, c'est rien, c'est un petit brouhalet de rien du tout. Elle nous disait, oui, vous voyez, c'est moi maintenant que vous avez tout perdu de votre patrimoine, c'est moi maintenant qui vais vous transmettre. Mmh. Et puis il y avait cette rage en vous, cette jalousie patrimoniale. Et donc dans les personnes qui étaient là, j'étais la seule à faire l'arabo-andalo et l'égyptien aussi. Les autres, toutes des Kabyles. Donc les Kabyles, c'est ça la vraie danse algérienne. Kabyle, elle chante, elle danse, elle joue du bender. Elle fait 3 choses en même temps. Pour eux, c'était du folklore, alors que c'est ça les racines. Moi, je viens avec une danse savante qui a des codes, des principes, et une élégance qui une histoire, une belle qui histoire traverse le temps et une histoire qui traverse le temps, mais une histoire aussi d'exil. Oui. Et d'aller-retour. Parce que la danse arabo-andalouse, elle est passée de tous les pays. Dans chaque pays, en fait, c'est l'islamisation qui a fait ça. De chaque pays, comme
petite pierre précieuse qu'elle a rajoutée dans les musiques, qu'elle a rajoutée dans les pas. Mais quand j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait, en fait, la perse était dedans en plein. C'était très persan. Et des codes de la danse persane. D'où la création de votre association Corps et Métaphore, qui a activé énormément, en voyageant également et en portant l'histoire d'Alger, de l'Algérie en général et d'Alger en particulier dans toute création les costumes, physique, corporelle. Les costumes, les recherches de morceaux, on a travaillé avec l'association Jazeera. On est venu 3 fois quand même en Algérie faire des ballets qui marchaient très bien parce que ça remplissait le palais de la culture et les gens étaient très, très heureux parce qu'on respectait un code. Il y a un code à respecter, mais je ne le dirai pas. Il y a plein de codes à respecter dans cette danse. Donc vous allez au-delà de formes de folklore. Non, c'est plus du folklore. Là, dans des danses que tout le monde aimerait apprendre, même à l'écoute de la musique. La musique dans la danse, dans la musique Endalos, d'une phrase à l'autre, il y a une variation, même l'âge. D'une phrase musicale à une autre, il y a des changements que seul celui qui est averti sait poser le pas dessus. Alors on va parler également de certains souvenirs. Vous parliez de voyage dans le temps, dans l'espace et dans l'histoire. Et pour l'histoire, vous avez participé aux Jeux méditerranéens de 1975. Comme nous vivons aujourd'hui la 2e édition du Festival d'Alger des sports, qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir? Parce qu'on parlait de charge émotionnelle dans votre voix, dans votre intervention, voire même dans votre posture. De toute façon, je ne peux pas tricher. Je ne peux pas tricher. C'était beau parce que c'est là qu'on a construit la cité olympique, qu'on appelait le CNS à l'époque. Et donc on voyait cette soucoupe volante qui sortait du sol, on voyait le stade qui changeait et tout. Ça a été vraiment une cité olympique. Déjà, c'est la première chose qui m'a impressionnée. Tout était à faire, tout était à construire. Et tout à construire en temps et en heure. Hein. Et après, quand on voyait aussi les étrangers arriver, toute la Méditerranée qui se plaçait, qui arrivait, tous les jeunes athlètes, mais c'était immense, immensément grand. Et on était tous des sportifs, mais on était un point. On était des Méditerranéens. Donc on a découvert des Turcs avec des cheveux blonds, des yeux bleus. On n'a jamais cru que les Turcs étaient blonds, yeux bleus. Pour nous, Méditerranée, on est tous bruns. On a découvert les Turcs, les Grecs, les Italiens. Je me rappelle que il y avait Sarah Simoni. Le monde s'ouvrait à vous. Hein. Ouais, j'étais amie avec Sarah Simoni à l'époque. Et ça laisse beaucoup de souvenirs d'amour et d'amitié entre les gens. Il y a eu beaucoup d'histoires d'amour. Moi, j'en ai pas eu à ce moment-là. Non, votre histoire d'amour, elle est avec Alger. Oui, voilà, moi, j'en ai pas eu pendant ces Jeux. Il y en a eu beaucoup. Il y avait Momo qui veillait. Ah, Momo, il veillait partout. Il veillait partout. كنا معسوسين. Oui. Quand il rentrait à la maison, il savait tout ce que j'ai fait de la journée. Saleha, ma soeur et moi, il savait tout. Donc c'était pas la peine. Est-ce que je me trompe, Douja Brahimi, en parlant d'une forme de triangle en ce qui vous concerne? Alger, la Casbah et la mer. Absolument, c'est ça, la triangulaire. Oui. La Casbah. Avant et Alger après. Vous me disiez, il n'y a pas de hasard dans toute cette histoire. Le fait que je sois aujourd'hui à Alger et je participe avec vous pour cette autre aventure du Festival d'Alger des sports, face à la mer, pas loin de mon père, j'ai l'impression que l'esprit de Momo est en train de rôder. Et regarde où est-ce qu'on est en 2025. Oui. 75. Il y a le 5 dedans. Et je suis née à 5, 12, 55. Ça m'a rendu chaud. Les 5, c'est important pour moi. Ouais. La numérologie, l'astrologie. Ah, l'astrologie. Non, j'ai une amie astrologue. Mais moi, ce sont des questions très importantes dans votre parcours. La numérologie, l'astrologie, le côté mystique, le côté spirituel, le côté aussi... quand je dis spirituel, je ne dis pas forcément... la religion derrière la spiritualité. Après, on l'a fait comme on peut et comme on se sent. Moi, mon père était soufi, hein. Tout à fait. Donc je suis soufi. Dont on ne parle pas. Enfin, on a essayé de le réduire à un moment donné, ou de l'enfermer dans sa Casbah. Oui, mais il était pluriel. Il était pluriel. En fait, il nous a appris l'amour surtout avec Momo. Et c'est Makash Haja Khara que l'amour, d'aimer les gens, s'aimer soi-même. C'est avec l'amour qu'on construit, c'est pas avec la haine. Hein. Ouais. On voit ce qui se passe dans le monde actuellement, la haine ne construit rien du tout. Il y a une islamophobie terrible aujourd'hui avec absolument. Moi je vis en France et je le sens. Ouais. Nous on le vit surtout. Pratiquement au quotidien. Ah oui. On le sent. Ouais. On ne peut pas échapper. On peut ni échapper ni l'éviter. Vous avez le micro, bien sûr, à notre troisième invité aujourd'hui. Rapprochez du micro parce que là, voilà.
Saïd El Djamma. Oui, bonjour. Bonjour, merci Bonjour. d'accepter notre invitation. Merci de nous avoir accueillis. Eh ben, écoutez, avec un énorme plaisir, vous êtes avec nous jusqu'à 16h. Alors vous avez quitté justement Alger il y a un peu plus de 56 ans, c'était en 1969. Et Douja nous parlait donc justement d'exil. L'exil a été pour vous une véritable richesse ou une forme de frustration d'avoir quitté Alger où tout était à construire? Moi, je considère pas ça comme un exil. Ouais. Moi, c'était juste, j'avais envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Voyager. Voilà, c'est tout. Les voyages forment la jeunesse. Exactement. Et j'avais envie de curiosité, de savoir ce qui se passe de l'autre côté. Oui. Très tôt, très tôt. Et ça a fini par aboutir au voyage. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, c'était quand même dans les années 69-70, la majorité était à 21 ans. Et que moi, j'étais mineur encore et de loin. Et le papa, comme ils protègent leurs enfants, ne veulent pas laisser partir ses enfants. L'image du père est très présente dans le parcours de chacun aujourd'hui. J'espère qu'elle est présente dans chaque être humain. Oui. Il y a des gens qui vous transmettent des choses quand vous rencontrez, ils vous enrichissent, ils ne savent même pas qu'ils vous ont enrichi. Et le père, il vous enrichit, il vous dit des trucs, ou vous observez des trucs qui n'ont peut-être pas beaucoup d'importance au départ, parce qu'il n'y a pas de réflexion, mais avec les années, ils disent « Ah là là ». Il fallait cette distance, ou du moins cette distanciation pour... moi, c'était viscéral. Moi, j'ai pas été à l'école du tout ici. Donc, du coup, en 62, avant, je pouvais aller pour des tas de raisons de guerre. Et en 63, quand je voulais aller à l'école, j'avais l'âge de quelqu'un qui devrait être en 6e. Et donc, du coup, ils nous ont mis dans une classe avec... tout un quartier, ils nous ont mis dans une classe où ils nous apprenaient l'alphabet pendant 2 ans et après ils nous ont dit voilà, la sortie c'est par là et on tourne à gauche et on va où on veut. Et qu'est-ce que vous gardez donc justement de cette Algérie coloniale que vous avez gérée en peinture, il faut également le dire. Ouais, c'est de l'histoire. Moi je suis pas quelqu'un de rancunier, je suis pas quelqu'un qui le passé ne me le passé doit me servir à ne pas faire d'autres conneries, quoi, d'autres erreurs, d'accord. Oui. Mais ça fait partie de la vie. L'histoire, elle a commencé avant la guerre d'Algérie, avant l'invasion de la France en Algérie, et bien encore avant, avec d'autres guerres. Elle fait partie simplement, c'est pas quelque chose auquel toute ma famille a participé, toute ma famille a été en prison, il y a des morts, il y a des trucs. Mais ça fait partie de l'histoire de l'Algérie. Une histoire douloureuse. Douloureuse. Toutes les guerres sont douloureuses. Tout à fait. Il n'y a pas une guerre. Quand on voit maintenant ce qui se passe en Palestine, c'est impossible. L'histoire du monde qu'on parle, elle inspire un peu vos créations artistiques. Comme elle le disait, en ce moment, il n'y a pas que le racisme ou l'antisémitisme ou la xénophobie. Il y a vraiment... c'est vraiment catastrophique ce qui se passe au niveau politique et au niveau relationnel entre les personnes. Oui. C'est une catastrophe. Et dans le monde entier. Et ce n'est pas fini. On parlait tout à l'heure donc justement de la montée de l'extrême droite aux 4 du monde aujourd'hui. Hein. Donc il y a une islamophobie extrêmement importante et violente. Qui sont élus extrême droite. Oui. En Espagne, ils ont fait avec l'extrême droite. L'Italie, c'est l'extrême droite. L'Autriche, c'est l'extrême droite. La France. Hongrie, c'est l'extrême droite. La France, elle va arriver là. Ouais. Mais la France, la particularité, c'est qu'ils ont tellement peur que les autres partis n'arrivent pas au pouvoir, qu'ils sont tous en train d'utiliser le racisme et la xénophobie pour essayer d'arriver au pouvoir et empêcher les autres. Mais avec le même programme. Ouais. C'est une catastrophe. Mm. C'est une catastrophe. L'humanité. Et puis il y a aussi, avant on ne le criait pas autant. Avant c'est dans le quartier qu'on te dit, moi je l'ai vécu plusieurs fois, on te dit si t'es pas content. Rapprochez votre micro. Ouais. On te dit si t'es pas content, t'as qu'à rester chez toi, tu voulais l'indépendance, pourquoi t'es venu. Mais là c'est généralisé, ça se dit sur les plateaux de télé, ils font l'enchère de qui dit plus, qui dit plus. C'est une catastrophe. Au fait, dans l'humanité, il n'y a pas pire que ce qui est dangereux pour l'humanité devient banal. Ouais. Moi, je me souviens de Jean-Marie Le Pen quand il y était. Les personnes qui étaient avec lui, qui étaient des skinheads, des malfrats, des voyous, des mecs à moto, des vrais racistes. Maintenant, c'est des avocats, des juges, des hommes nobles et qui s'affichent à la télé pour dire voilà, nous, c'est comme ça. Saïd El Djamma, je vous rappelle encore une fois, qui est avec nous aujourd'hui lors de ce festival d'Alger des sports au niveau même de la sablette Marina.
pour un peu géolocaliser l'équipe du Café de la Troie. Aujourd'hui, nous sommes dans une forme de dialogue avec les éléments. Il y a la mer, il y a le vent, il y a le soleil. Et cela, j'imagine, vous inspire après quelques années d'exil. La mer, c'est pas qu'une inspiration. Pour moi, la mer, c'est quelque chose de très fort. D'énorme, j'allais même dire, la mer remplit le vide. Tous les vides par la mer ont rempli le vide. C'est déjà immense et lourd et avec les couleurs et la vue à perte de vue de la regarder, elle remplit tous les vides en fait la mer. Alors, quand on s'assit en face de la mer, c'est même on parle de couleurs, on parle de bleu, on parle de la mer. Que ce soit vous, je le rappelle encore une fois, Saïd El Jama, mais également Douja Brahimi, c'est un hasard, être venu habillé en bleu. Rien que du bleu, mais ça ne passera malheureusement pas par la couleur de mes yeux. Hein. On peut avoir le bleu dans le cœur. Bah, exactement ça. Mais vous, c'est très algérois pour Shanghai. Ça, c'est à mon père, oui. Oui, c'est très algérois. Et le mari avait le décor. On y est né, on est imprégné d'Alger, ça circule dans le sang, c'est comme ça. Hein. Au fait, on ne quitte jamais Alger. Jamais. On la porte en soi. Elle est en nous. Voilà. Ouais. C'est pas possible, c'est viscéral. Vous savez, quand on lit, quand on jette un coup d'œil sur son parcours en matière de littérature, également il y a une forme de revendication. Par exemple, ça je le conseille à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, au Café de la Troie de Zorna par exemple, où il y a une déclaration d'amour à la ville. Mais à quelle ville exactement? C'est toujours posé cette question. Celui qui habite Oran, Constantine, Annaba ou d'autres régions pourrait, entre parenthèses, se réapproprier notre livre en disant « il parle de nous ». Oui. Merci. Tout est bleu d'ailleurs, oui. Rien que du bleu, voilà, c'est ça. Là, j'étais en train d'observer la mer. Célèbre hôtel d'Alger et c'est juste à côté. J'habite juste à côté. Le micro parce qu'on n'entend pas très bien. Hein. Allez-y. Donc, j'habite juste à côté et je suis fasciné parce que c'est la première fois que je viens de ce côté de la baie. Oui. Et c'est le côté de la baie que j'avais cité dans le premier roman. Tout à fait. Zorna. Zorna, je le rappelle encore Zorna, une fois. Et il y a Koubania, le dernier. Après votre voyage à Cuba. L'avant-dernier, qui parle de la Havane et qui parle d'Alger, avec une notion moins revendiquée, mais plus directe. Oui. L'héroïne de mon roman s'appelle Douja. L'héroïne s'appelle Douja, exactement ça. Parce qu'il y a Yusa. Est-ce qu'il y a des hasards? Oui. Il y a Yusa Yusa la cubaine, oui. Mais il y a Douja l'algérienne. Donc en regardant Douja devant moi, en plus c'est émouvant parce que le rapport avec justement le papa, la jetée, le grand môle, où il y a eu des choses, les légendes. À chaque fois que je descends à la Casbah, il y a quelqu'un qui me raconte quelque chose sur Momo, il a passé 15 minutes sous l'eau, il est rentré dans la légende. Il paraît que son record n'a jamais été battu. Hein. Parce qu'il n'a pas été même s'il a existé, il n'a pas été homologué. C'est pour ça que le temps est juste. Le temps est juste, mais un record doit être homologué officiellement. Voilà. Oui. Mais il était juste, le temps était juste. En fait, par plusieurs fois, hein, il a fait des compétitions. À chaque fois, je cite mon fils qui a fait des recherches. Hein. Je les ai sur mon iPhone, je ne vais pas les ouvrir. Et en fait, à chaque fois, ils se sont moqués de lui. Ils ont dit, il y a un Algérien. Un Arabe, on disait. Il vient d'Algérie. Non, mais attends, le pire, c'est qu'à la fin, il est devenu marocain. Quand il a eu le record du monde, il n'est plus devenu rien. Dans le journal, c'est le marocain. Oh là là. Brahimi. Là, quand même. Hein. Et par 4 fois. C'est-à-dire plusieurs fois des compétitions. Quand il faisait son apnée, Momo, il ne faisait pas un apnée avec une gueuse, il descendait. On n'est pas dans le grand bleu. Il lui arrivait de méditer sous l'eau. Lui, il nageait. Voilà. Donc il y avait quand même une dépense énergétique en même temps. Pour tenir 5 minutes et quelques avec une dépense énergétique sous l'eau, il faut le faire quand même. Et il disait aussi, c'est avec Amar Belkhodja que j'ai appris, parce qu'Amar il fait aussi des recherches. Chercheur en histoire. Amar il a expliqué que mon père disait que quand il était sous l'eau, il se reposait. Voilà. Il reposait ses muscles pour repartir. Et après, il a exprimé qu'il méditait sous l'eau et il faisait Zoujakat et remontait. Voilà. Alors,
Moi, j'adore justement Jawdet Gassouma. parce que moi, je viens de la porte de la légende. Ouais. Je l'ai connu avec vaguement Momo, la Cinémathèque, les grands débats enflammés. Mais Les plus grands enflammés. réalisateurs craignaient Oui, parce qu'il avait une observation redoutable. Ah oui. Et justement, moi je suis revenu du côté de la littérature, du récit, à partir de Mohamed Zenat, le Tahia Yadidou, toutes ces choses-là, je suis revenu connaître Momo du côté de la... Et c'est cet Alger, c'est un Alger poétique, un Alger de douleur, de blessure, mais aussi d'esthétique, d'immense affection et tout. J'ai eu la chance, je dis bien j'ai eu la chance parce que ça m'a beaucoup inspiré de vivre la Casbah, donc l'Aras, le Janaz. J'ai été éduqué, 24 rue Brahim Fatah pour donner le détail. Presque juste pas très loin de et donc ça a été vraiment très inspirant. C'était inspirant féconde où le Mektoub a fait que j'habite Sidi Biche. Sidi Biche. C'est pour ça que j'étais assez que nous soyons juste en face là dans cette assemblée. Et donc voilà, tout ça c'est très 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 inspirant. Et je comprends pourquoi Douja donc, vous dialoguez pourquoi, avec les éléments. Oui, les éléments. Je dialogue avec les Embrins, les Goélands. Bien sûr. Et justement, dans mon livre, il y a un contrepoint sur Zona où je parle justement de cette correspondance. Parce qu'il y a un retour. C'est Saïd El Djamma aussi, je crois. Aussi, son père est la force, ex-Badji et tout. Les arbres, les trucs, la force que dégage la nature, c'est... Et une forme de lyrisme. Ah ben c'est énorme. Ouais. Et quand on vit dans des quartiers qui ont bercé notre jeunesse, il y a de l'énergie qui monte du sol. C'est tellurique. C'est incroyable. Moi, quand je monte... Jawdet Gassouma parle de secousses telluriques. C'est ça. J'ai dit amour. C'est les vibrations sont un peu différentes. Moi, ça va même au-delà par rapport au pays, parce que c'est comme si que j'ai jamais crié. Pourquoi vous avez le regard qui brille du coup? Ah, ça c'est la... Ouais. Peut-être ça aussi. C'est putain. Ça pétille. Et votre rapport d'Alger, de la critique. Quand moi j'avais annoncé votre café de la ici, bien sûr, pour ce deuxième festival d'Alger des sports, où nous sommes, je le rappelle, en direct jusqu'à 16h pour un numéro spécial, on nous a dit, Saïd El Djamma, son rapport à l'acrylique, on en est où aujourd'hui depuis les années 60? Moi j'ai commencé avec l'acrylique déjà, mais avant il y avait la peinture, je faisais avec la peinture à l'huile, et l'huile mettait très 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 longtemps à sécher. Ouais. Et donc on ne pouvait pas s'exprimer, moi je ne pouvais pas m'exprimer bien comme il faut, parce qu'il fallait attendre que ça sèche. Et je suis passé à l'acrylique parce que c'est très vite, elle est sec. Et comme moi je suis dans un travail de gestuel, d'abstrait, il y a des tableaux que j'ai fait avec les mains et les doigts. J'ai pas besoin de pinceau. Et j'ai besoin de toucher la matière. De malaxer. Fusionnel. Le ressenti, lui il a vu... Région avec la matière. Exactement. Et donc du coup, il y a un côté organique, etc. Il y a comme une forme d'écho, de résonance entre votre discours, votre vision. On parlait même de posture en début de l'émission ici au Café de la Trotte. Douja Brahimi, Saïd El Djamma, mais également Jawdet Gassouma. Oui, mais même si on n'y pratique pas, on n'est pas sportif ou on n'est pas... En tout cas, vous avez l'allure d'un sportif. Hein. Non, mais même si on n'y est pas... C'est pas la peine de vous regarder comme ça. Non, moi je suis sportif. Il fait le GR20, il fait il est trop modeste pour le dire, mais il fait des marathons de Paris. Mais ça se voit. Non, mais moi aussi un sportif, ça c'est vrai. Mais on a tous en nous une âme d'artiste. Simplement, il y a des gens qui sont beaucoup plus, mais ils ne l'expriment pas, c'est tout. Le dernier des derniers peut devenir quelqu'un si jamais il y va dans cette direction. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas. Mais sinon, en nous, il y a toujours une âme d'artiste. L'art nous entoure. L'art de la cuisine, l'art de s'habiller, l'art de parler, l'art. Mais comment vit-on Alger et l'Algérie à distance dans l'exil? Elle n'y est pas à distance, moi. Elle est en moi. C'est pas possible. Non, mais comment l'approcher quand vous êtes là-bas, entre parenthèses? Non, c'est ce qu'on appelle les flashbacks de souvenirs. C'est là, quand je marche dans la rue Paris, il y a des ruelles qui. Des fois, je tombe sur la rue d'Alger tout de suite. C'est pas possible. Ouais. Je suis à Alger. On quitte pas, en fait. On quitte pas. Jamais on quitte.
géographiquement, on n'est pas là. C'est comme si j'ai été en Kabylie ou ailleurs, mais qu'au fait, je suis dans mon quartier où je suis né. Vous savez, on parle de ce temps qui passe. Moi, après 35 ans de carrière, j'ai eu le plaisir, surtout l'honneur de recevoir Assia Djabbar, qui me disait en ces termes-là, Monsieur Amiti, ici, nos corps sont ailleurs, nos linceuls sont à Alger ou en Algérie. C'est pour ça qu'on ne quitte pas. Voilà. On ne quitte pas. Jamais on quitte. C'est impossible. Ouais, j'ai quitté le bled, c'est pas possible. Impossible. C'est un mot qui se dit comme ça, mais sans significat. Mais en général, on quitte jamais. On quitte jamais. Moi, c'est pas possible. Je suis resté 23 ans sans venir. Combien ? 23 ans. Il faut le faire. Il faut le faire. C'est pas évident. Et comment vous l'avez vécu, cet exil intérieur ? Je l'ai pas vécu. Il était dans la continuité. Les circonstances ont fait que les expos à l'étranger, Johannesburg, Londres, etc. Et donc du coup, à partir de là, le temps. Après, il y a eu les 10 ans qui m'ont empêché de venir de décennies, ou même un peu plus. Et donc ça a fait ça. Ça a été une véritable déchirure, une blessure béante dans votre acte la créatif. Décennie. La décennie, c'était une catastrophe. Ouais. Même si je ne l'ai pas vécu directement. Mais comment vous l'avez vécu artistiquement ? Comment est-ce que vous avez exprimé cette douleur, cette violence ? J'allais même dire, Saïd El Djama. J'allais même dire, j'ai pleuré les larmes de mon corps à l'intérieur, pour ceux qui étaient là. Ouais. Parce que c'est un peuple qui a toujours souffert pendant des années. Et là, on a trouvé le prétexte, c'était un étranger qui nous a envahis. Mais là, le fait que ça se passe entre nous, c'était encore 10 fois plus. C'est puissance 10. C'est-à-dire que c'est le voisin, c'est le cousin, c'est le qui vous attend en bas. C'est une horreur. C'est une catastrophe. Oui, Doudja. En fait, je suis entièrement d'accord avec lui parce qu'on sortait quand même d'une guerre coloniale. Oui. 130 années de colonisation. Oui, pour se remettre en guerre contre nous-mêmes. Mais on peut devenir fou, hein. On ne comprend rien du tout. On ne comprend rien. Et on ne sait pas, jusqu'à aujourd'hui, je me demande qui a déclenché ce truc-là. Jusqu'à aujourd'hui, je me dis non, c'est pas possible. C'est pas le déclenchement, il est venu d'où et de qui et comment. Parce que vous êtes encore dans le questionnement. Je suis encore dans le questionnement de ces 10 années noires. Mais vous pensez les douleurs des uns et des autres également dans votre pratique quotidienne, professionnelle de Djabrahimi ? Je suis psychanalyste et psychogénéalogiste. Tout à fait, c'est la raison pour laquelle je vous pose cette question. Parce que quand on fait de la psychogénéalogie, on fait de la psychogénéalogie, un génogramme qui est l'histoire d'une famille. Moi, je travaille beaucoup avec l'histoire des familles, mais il y a aussi le génosociogramme. Que se passe-t-il aussi dans une société et comment elle va tourner ou comment elle va ce qui se passe. Donc vous analysez une forme d'analyse à long terme. Ah oui, en génosociogramme, je n'ai pas compris pourquoi peu d'années après notre indépendance, il s'est passé ça. Qui est l'ennemi de ça ? Écoutez, comme je suis face à une spécialiste de Djabrahimi, il paraît que la douleur peut comment dire En fait, les traumas se transmettent de génération en génération. Et cela a été prouvé récemment, ça a été prouvé scientifiquement. Et moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Pardon, je pense, s'ils ne sont pas oralisés, s'ils ne sont pas verbalisés, c'est-à-dire s'ils ne sont pas racontés dans la guérison, ils se transmettent. Oui, si la parole n'est libérée, si la douleur n'est pas libérée, elle se transmet. C'est exactement ça. Donc ça. Et comment peut-on guérir de ça, de Djabrahimi ? Il faut venir d'abord voir un psychanalyste, psychogénéalogiste. Mais c'est ça le café de une forme de psychanalyse de groupe, tous les jeux de 14 à 16 heures. Ouais, c'est ça. Mais en fait, nous, on est des porteurs de vieilles âmes qui ont souffert dans ce pays. Donc pourquoi, une fois qu'on a été libéré en 62, on recommençait quelques années plus tard ? C'est comme si on commençait à sortir la tête de l'eau. Paf ! Pour moi, clairement, jusqu'à aujourd'hui, je me pose encore cette question. Que s'est-il passé ? Que s'est-il passé ? En tout cas, il se passe beaucoup de choses ici à la Marina. Je le rappelle encore une fois au niveau de ce festival biathlon qui va passer juste devant nous. On a un biathlon qui va passer juste devant nous. Exactement, juste à côté parce qu'il y a du bruit et nous vivons l'instant, nous vivons le moment ici en direct sur les 88.4, 89.2 FM pour ceux et celles qui viendraient tout juste de nous retrouver. Donc en parlant de psychogénéalogie, toutes les 3 générations, l'histoire se répète. Si elle n'est pas libérée. Donc chaque 75 ans. Ça, c'est dans les pays. D'accord. Mais dans les familles, c'est 3 générations. 3 générations, tu as le grand-père,
le père, l'enfant et le fils, c'est-à-dire tous les. Et si tu ne, c'est particulier, mais si tu ne la déprogrammes pas, parce que ça s'appelle une déprogrammation, elle se répétera 3 générations plus tard. Pouvez-vous me déprogrammer, Douja Brahim? Ah bah il faut une séance, Karim. Il faut une séance entière, hein. Merci ça dure d'être 1h30. avec nous. Je le rappelle, au Festival d'Alger des Sports, je le rappelle, qui revient et nous invite à vivre de nouvelles expériences. Nous le disions au sommaire de l'émission, pas moins de 120 activités au programme, entre compétitions, démonstrations, ateliers et spectacles. Eh bien, je vous invite à venir vivre avec nous cet événement exceptionnel et surtout riche en énergie. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Omar Betkan. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation et d'être avec nous en direct sur les ondes de la chaîne 3 au Café de la 3. On s'était rencontrés, vous et moi, l'année dernière au même endroit. Je dois rappeler que vous êtes coordinateur général du festival. Qu'est-ce qui se passe réellement cette année par rapport à l'année dernière ? Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3, d'ici et d'ailleurs. Ce qui se passe, c'est que nous avons récidivé dans la joie et la bonne humeur pour que tout Algérois d'un jour et de toujours puisse vivre ces beaux espaces que nous connaissions, mais nous connaissions mal. Et le Festival d'Alger des Sports est fait pour prendre chaque citoyen par la main pendant 3 jours et lui faire redécouvrir ou découvrir ces beaux espaces qui ont été réalisés pour le grand plaisir de tout un chacun, pour que nous puissions vivre l'extérieur de nos murs, que nous puissions faire face à la mer, que nous puissions apprendre plus le dos à la mer. À la mer, tout à fait, que nous apprenions de nouveau à grimper aux arbres, à courir comme il se doit, à marcher le plus possible et à sourire les uns aux autres. Alors, 14 sites retenus pour cette nouvelle édition, soutenus, je le disais, par nos porte-drapeaux et athlètes à l'image du marathonien Khaled Ben Aïssa et également Brahim Guindouz pour le kayak et bien d'autres, bien sûr, seront présents pendant ces 3 jours. La première édition, dois-je également le rappeler, avait pour vocation de célébrer la santé et les liens sociaux et cette seconde vise à réhabiliter et surtout à réinvestir les espaces publics au profit, bien sûr, du citoyen. Comment le faire, pas seulement pendant ces 3 jours, comment est-ce que vous l'approchez tout le reste de l'année, Omar Betkan? Ma foi, la wilaya d'Alger, à l'instar des pouvoirs publics, les efforts sont là, au quotidien, durant l'année et durant les années qui se suivent pour que l'on voie aujourd'hui ces espaces qui, au fil des ans, étaient des chantiers, qui au final donnent des fruits très joyeux pour cette belle Alger joyeuse. Pour que la Tjma'na, il faudrait que l'on puisse la consommer dans des espaces qui ont les commodités et qui nous appellent et qui nous accueillent et qui nous donnent envie d'y aller. Donc ces infrastructures de cette année ouvertes ou réouvertes pour le grand plaisir des citoyens, c'est d'abord leur montrer qu'il est possible de vivre autrement et différemment que dans ses murs et dans son petit jardin, et qu'il faut sortir pour redécouvrir son espace et faire du tourisme au quotidien, parce que le tourisme commence par vivre son espace de proximité, sa commune, sa ville et son territoire. L'idée, c'est que le territoire soit vécu par tous les Algériens pour qu'ils aient cette joie de vivre au quotidien et qu'ils aient le courage chaque dimanche de sortir pour aller travailler, étudier et se faire des carrières. Tout à l'heure, en début d'émission, nous parlions de la conquête d'Alger de 1830. Il y a une forme de reconquête aujourd'hui à travers ces manifestations. Elle est différente parce qu'elle est sous l'emblème, un emblème différent et qui nous fait que nous soyons tous fiers de pouvoir réaliser, nous autres, en tant qu'Algériens, ce type de challenge pour que chacun de nous puisse donner du sien, apporter de la à l'autre et récupérer de la joie de chez l'autre dans la découverte et la redécouverte de notre ville et de notre pays en général. Mais Alger se doit d'être un laboratoire et Alger se doit d'être un témoignage et Alger se doit de montrer le chemin parce que c'est une ville historique, c'est une ville méditerranéenne, c'est une ville ouverte vers le monde. Sans chauvinisme, on dit que c'est la perle de la Méditerranée.
Ma foi, nous, on doit le dire parce que et nous le la répéter vivons. Et surtout à la puis, il génération faudrait que l'on d'aujourd'hui. soit convaincu que c'est le cas pour pouvoir la vivre au quotidien sans lasser. Alors il faut également rappeler une chose très importante, un plan de transport spécial est prévu, incluant la gratuité des lignes, desservant bien sûr les sites du festival, un élargissement des horaires de services et d'aménagement de ce nouveaux espaces, encore une fois vous le disiez à l'instant, comme le parc de Ben Aknoun, le Qadous, la promenade de Bab el Oued, Douira el Hamma, sans oublier la mythique Sablette où nous sommes aujourd'hui, forte de 6 km d'activités nautiques et sportives. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'a-t-on réellement à dire à ceux qui ont envie de venir aujourd'hui prendre leur voiture ou prendre les transports gratuits, je le rappelle encore une fois, pour venir nous retrouver? Ils peuvent le faire un peu partout, qu'ils soient sur l'extrême est ou l'extrême ouest ou l'extrême sud d'Alger. Justement, l'idée de faire redécouvrir ces 14 sites, c'est que chacun puisse faire de l'activité ou regarder, observer, avoir envie d'y aller demain, après-demain, la semaine prochaine. Et l'idée d'aider les gens qui n'ont pas cette possibilité de se mouvoir facilement grâce à l'Etusa. La wilaya d'Alger a offert un transport gratuit. Il y a un élargissement aussi des horaires du métro et du tramway pendant les 3 jours de l'événement. Et chacun peut aller sur le site qui est à proximité ou tous les sites en général les 3 jours pour découvrir l'aquatique, qu'il soit en mer ou qu'il soit en retenue, parce que nous avons de l'aquatique sur la côte, le port de plaisance d'El Jamila, la marina et le Morabiton au Sablette. Nous avons la mythique plage d'El Qadous. Nous avons 2 lacs artificiels qui sont à Dunia Park qui font envie et qui nous n'avons absolument pas à rougir de ce qui se passe là-bas par rapport à ce qui se passe un peu partout dans le monde. Et nous avons le barrage de Douira qui est une destination pour les sports de glisse, à l'instar de l'aviron et du canoë-kayak où un championnat national se déroule aujourd'hui et demain. Après, nous avons nous le vivons en direct forêts, là. Tout à fait. Oui. Nous avons les différentes forêts qui sont ouvertes, des forêts urbaines et des forêts naturelles comme Bainam et les forêts urbaines comme le Jardin d'essai et le parc zoologique, le parc de loisirs zoologique de la Concorde civile à Ben Aknoun. Nous avons la forêt d'El Qsaïria que beaucoup de gens ne connaissent pas, qui est à côté du barrage de Douira, qui est une très belle petite forêt qui va être réaménagée, mais à l'occasion de l'événement a été rafraîchie pour qu'il y ait des aménagements futurs. Nous avons également les 14 piscines sur tout le territoire de la wilaya d'Alger où des portes ouvertes sont organisées les 3 jours, ouvertes à tous les citoyens des régions limitrophes de ces piscines. Omar Betkan, je le rappelle encore une fois, coordinateur général du festival, je le rappelle encore une fois, le festival d'Alger des Sports où nous sommes bien sûr en direct jusqu'à 16h, le café de la Troie aux couleurs marines et aux saveurs salines, encore une fois sur les 88.4, 89 FM. Vous nous disiez ici même l'année dernière qu'il y avait quand même des plans, non pas d'élargissement, mais de construction et de réalisation d'autres piscines. On en est où aujourd'hui, un an après? L'année dernière, il y en avait 8, cette année, il y en a 15. Donc Ouais. il y en a 7 qui ont été ouvertes depuis l'année dernière. Il y en a d'autres qui sont en projet jusqu'en 2026. L'idée, c'est d'avoir au minimum une piscine par commune pour Alger. Et, une piscine olympique, une piscine aux normes olympiques, absolument, par commune, tout à Oui. fait. Absolument. Il y en a déjà 15 qui sont réalisés depuis 2023, 2024 et 2025. Il y en a d'autres qui sont prévus pour l'année 2026 et au-delà. On va dire que le challenge a été relevé, mon cher ami. Largement et de haute facture même. Très bien, alors je dois également rappeler que le programme de cette édition, la seconde, s'annonce particulièrement intense et très riche avec plus de 120 activités sportives. Nous sommes à 149 activités 149, en réalité. Tout à fait, nous avons Waouh, largement donc vous avez, dépassé les 120 où nous étions en programmation depuis une semaine, mais nous avons largement dépassé ce nombre avec des activités qui sont des activités olympiques, des activités sportives de fitness au large public, des activités Donc il y a des sports ludiques. nautiques, la course en passant par le trail urbain, le triathlon, des disciplines inédites telles que la course des bébés, la course des travailleurs ou encore les jeux traditionnels d'antan. Le marathon des bûcherons. Exactement ça. Et je pense que l'accent a été également mis sur l'accessibilité et l'inclusivité avec des activités spécialement conçues pour les enfants, les étudiants et les jeunes à besoins spécifiques. Et là, c'est une première. Cette année, l'année dernière, nous avions un clin d'œil avec l'aide de la Ligue de handisport et la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger qui a fourni un grand effort
Cette année, l'effort a doublé et nous avons 11 activités inscrites pour les personnes aux besoins spécifiques de toute catégorie et qui sont programmées pendant le festival. Nous avons pour la petite enfance au moins une trentaine d'activités. Nous avons également pour tout le sport d'escalade, des sports de ski et de montagne, nous avons 6 activités et nous avons des activités pour le scolaire, l'universitaire, les personnes, les seniors et les bébés. Et voilà, dans une intervention bien avant le début, bien sûr, de ce festival d'Alger des sports à responsabiliser en ces termes-là, il faudrait que cette manifestation devienne une référence dans le bassin méditerranéen. Nous avons voulu cette année intégrer davantage le sport scolaire et handisport, valoriser les sports de combat, de montagne, les disciplines urbaines et même les activités de mémoire collective à travers des espaces dédiés aux jeux populaires algériens, justement, et bien sûr parmi ces rendez-vous phares, la traversée de la baie d'Alger qui était organisée à titre d'essai les années précédentes et le retour du Tour d'Alger en vélo qui sont très très attendus. Absolument, et le prochain grand événement sera le trail urbain. Le trail urbain qui est une course dans la ville qui a connu un franc succès l'année dernière, la veille du 5 juillet. Cette année, elle revient le 25 ou le 26 juin pour ne pas coïncider avec très le bientôt, 5 juillet. Tout à fait. Ça va être vraiment inédit. Ça l'a été l'année dernière d'ailleurs. Et elle connaît un tel engouement que je pense que les inscriptions sont déjà fermées. Il y a également l'implication des ambassadeurs et des athlètes lors de cette manifestation. Il faut également rappeler une chose à ceux qui nous écoutent aujourd'hui au Café de la Troie, que toutes les tranches d'âge sont concernées, même l'animateur. Oui, volontiers d'ailleurs. Enfin, on n'est pas loin l'un de l'autre. Merci de nous le rappeler. Non. Oui, et toutes les tranches d'âge, c'est-à-dire dès qu'ils commencent à avoir des regards perçants, c'est-à-dire 4, 5, 6 mois, jusqu'aux seniors qui peuvent jouer aux dames. Il y a un concours de dames, Dame Maflouad, dans le jardin d'essai qui est organisé pendant les 3 jours pour nos seniors. Est-ce vrai ou est-ce l'effet du soleil qui plombe l'esprit de l'animateur? Mais j'ai entendu dire qu'il y avait, en prévision, pas moins de 1,1 million de visiteurs attendus. Je pense qu'on passait là largement parce que nous avions atteint ce chiffre l'année dernière. Ah oui, c'est vrai. Absolument. Nous avions atteint ce chiffre l'année dernière. Nous n'avons pas voulu être trop optimistes. Il faut battre ce record. Et je pense qu'avec les 14 sites et les activités qui ont doublé, le nombre de pratiquants directs qui était à 8 000, qui est passé à 25 000, je pense que nous allons largement dépasser ce chiffre. Alors, avant de nous quitter et donner la parole bien sûr à d'autres invités ici au Café de la Troie lors de ce festival d'Alger des sports, Omar Betkan, donc coordinateur général du festival, rappeler, dire encore une fois et répéter que toutes les activités sont gratuites et accessibles sans inscription à l'exception de quelques disciplines nécessitant un encadrement particulier. Eh ben, les choses sont claires sur le site officiel de l'événement algirsport.com. Les gens peuvent découvrir les activités sur les 2 langues et les activités sont gratuites pour tout le monde, sauf quelques-unes bien entendu qui sont encadrées, et c'est jusqu'au samedi 3 mai. Fin de journée. On parlait d'une activité, d'une manifestation culturelle qui réunit aujourd'hui 2 artistes peintres, mais ça se déroule donc du côté de la Maison de la Culture Mouloud Maman Tizi Ouzou à Alger pour revenir au Festival d'Alger des sports. Les animations culturelles et les villages promotionnels autour des jeux traditionnels comptant plus de 80 sites d'exposition viendront bien sûr compléter ce programme d'une rare densité. Tout à fait, absolument. Par rapport aux années précédentes. Qu'il s'agisse des jeux d'autrefois, les jeux traditionnels. C'est quoi les jeux d'autrefois? Comme nous qui sommes de très grands nostalgiques. C'est ces jeux-là, c'est les jeux qu'on a connus quand on était jeune. Il n'y a pas Roulma. Si, Roulma. Quel Roulma? Si, Roulma, il va y avoir la course des caisses à savon comme c'est connu un peu partout, mais là on va avoir Roulma traditionnel, un atelier avec des essais, avec des descentes père-enfant sur la absolument à Riyad El Feth. Il y aura la course des caisses à savon, Inch'Allah. Eh bien, très très bien, car une question que me pose la réalisatrice Javid Azekat qui me disait, bon, c'est bien de parler du Festival d'Alger des sports pendant ces 3 jours. Aujourd'hui, l'équipe du Café, là demain, d'autres équipes, la grande famille, bien sûr, s'élargit de la radio pour donner de la visibilité à ce grand événement. Mais qu'est-ce qui va réellement se passer après le 3 ?
concernant la prise en charge également de ces petits génies des sports, toutes disciplines confondues, Omar Betkan. L'idée après le 3, c'est que... La récupération de tous ces sites-là. Oui, le nombre d'adhérents pour les différentes disciplines, on dirait qu'il augmente d'une façon exponentielle pour d'abord... Mais vous pouvez répondre à toutes ces demandes le reste de l'année? Oui, absolument. Les sites sont là. Les ligues sont nombreuses et s'intéressent à toutes les disciplines. Les espaces sont de plus en plus réalisés, ouverts. Et les portes sont ouvertes partout pour que les jeunes et les moins jeunes aillent adhérer. D'abord pour la bonne santé, exercer, mais également pour éventuellement développer ou faire promouvoir des vocations sur des disciplines. Nous avons un potentiel énorme de jeunes qui sont en mesure de pratiquer tous les sports possibles et imaginables, sachant que le sport reste et restera jusqu'à la fin des temps l'un des meilleurs ambassadeurs pour toute nation, qu'elle soit en temps de paix ou en temps de paix. Alors, nous disions également au sommaire de l'émission que la première édition avait pour célébrer la santé et les liens sociaux, et cette seconde vise à réhabiliter et surtout à réinvestir les espaces publics. C'est bien sûr tout ça au profit des citoyens. Comment cette opération va-t-elle se faire à long terme? Elle se fait déjà depuis un moment. Il fallait juste uniquement montrer les choses, et la meilleure façon de le montrer, c'est de faire un laboratoire de 3 jours, et les images vont rester pour que le citoyen n'oublie pas qu'il peut aller à la promenade de Kétane et courir, qu'il peut aller derrière, en face de la grande mosquée, courir, faire du roller, faire du beach soccer sur des plages qui sont urbaines, ou tout simplement s'intéresser au sport olympique et aller vers les ligues pour pouvoir s'inscrire dans un club à proximité, pas loin de chez lui. Aujourd'hui, bien sûr, oui. Nous sommes en train également de lancer une application qui, dans très peu de temps, va permettre aux citoyens d'Alger de trouver ou pratiquer du sport à proximité, que l'on soit à pied, que l'on soit à vélo ou à voiture. Omar Betkan, il faut également dire que Alger n'est pas la rien. Ceux qui sont à Oran, à Constantine, à Ouergla ou dans les régions du Grand Sud, est-ce qu'ils peuvent réellement suivre en direct tous ces événements via des formes? Oui, c'est en direct un peu partout. Il faut le dire, le signaler, c'est très important. De toute manière, sur la page officielle du festival, la page officielle de la Wilaya, le site web, toutes les choses qui se déroulent ici sont en live et puis sont aussi décalées, mais les images arrivent. Mais d'abord, il faudrait que l'on puisse faire qu'une capitale comme Alger montre le chemin pour que qu'elle ouvre la voie pour que ailleurs on ait ce type d'activité et de festival qui se répète un peu partout. L'Algérie est énorme et elle jonche de potentiel, et il y a énormément de choses à faire. El Bahjat Jma'na, bienvenue à tous. Dites-moi, aujourd'hui Alger et demain Oran, Constantine, Annaba ou d'autres régions, est-ce que vous y pensez? Alger et l'Algérie tout entière. Tout à fait. Merci beaucoup. À vous. Omar Betkan, coordinateur général de ce festival. Vous savez quoi? Le temps d'une respiration musicale, parce que moi j'ai besoin de cet air marin pour me ressourcer et revenir, bien sûr. Nous donnons le micro, plutôt l'espace à nos amis du 21 boulevard des Martyrs. Le temps d'une respiration musicale, quelques informations, et nous serons de retour bien sûr pour la deuxième heure, parce que le Café de la 3 c'est tous les jeudis de 14 et ce jusqu'à 16h. Café de la 3 est de retour. Là, il était temps de se retrouver quand même, hein. C'est bien parce que les invités reviennent sur leur enfance, ils reviennent sur leur parcours, ils sont capables de découvrir un autre visage de l'invité en question, que ce soit dans le monde du politique, du sport, de la littérature ou des arts. En fait, c'est la nature humaine qui nous intéresse. Hein. C'est pas le politique, c'est pas les sportifs. Quelles que soient les positions, on rencontre des êtres humains qui ont eu une tout simplement. Le Café de la 3. Alger chaîne 3. Madame, monsieur, bonjour. Un événement exceptionnel, un Café de la 3 spécial aux couleurs du 10e festival d'Alger des sports. Je le rappelle encore une fois, qui nous invite à vivre de nouvelles expériences avec pas moins de 120 activités au programme. Compétition, démonstration, ateliers, spectacle. Alors encore une fois, nous à venir vivre avec nous cet événement exceptionnel, riche en énergie. La première édition, nous le disions en première heure, avait pour vocation de célébrer la santé et les liens sociaux, et cette seconde vise
et surtout à réinvestir les espaces publics au profit des citoyens, c'est-à-dire nous. Encore une fois, le Café de la Troie, bien sûr, colle à l'actualité et surtout, le Café de la Troie est aux couleurs marine et je dois également rappeler à l'animateur qui est aujourd'hui du côté du 21 boulevard des Martyrs, on n'est pas à la Safex, hein. On est aux Sablettes, au cœur d'Alger, face à la mer, au niveau même donc de la mer pour nous géolocaliser et venir nous dire ce que l'on sait de nos débats depuis, bien sûr, le mois de septembre, que ces derniers ont repris, où nous sommes toujours un peu plus près des intranquilles de la culture. Et pour cette autre aventure, notre première invitée, pour ceux et celles qui auraient peut-être raté la première heure, elle a un rapport viscéral à Alger. C'est Douja Brahimi. Bonjour. Bonjour. Encore une fois, je dois vous présenter en tant que Douja, mais surtout la fille de ce philosophe, de cet acteur, de ce amoureux transi d'Alger la Blanche et de sa Casbah. Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas réellement essayé d'enfermer Momo dans cette case-là? On n'a pas voulu le faire sortir de sa Casbah, alors qu'il était pluriel, pratiquement saisissable. Dans quel sens? Je le dis, Douja Brahimi, il était philosophe, il était très spirituel, il était acteur, il était poète, métaphysicien, grand sportif, parce que nous sommes face à la mer et vous me disiez, vous m'avez fait un plaisir immense en m'invitant ici, où Tahia Yedidou a été tourné par Mohamed Zinat. Oui. Et donc ça vous rappelle des souvenirs, j'imagine? Ça me rappelle toute mon enfance, en fait. Même il y a les odeurs de mon enfance qui sont là. Il y a tout, ça me rappelle même l'odeur des parents, l'odeur de la plage quand on partait le matin à la plage. Nous, on partait toujours le matin, mais jamais l'après-midi. On partait à 8h, on rentrait à 11h. Oui, on partait quand il n'y avait personne. Et comment vous avez vécu cette enfance d'un père assez particulier, assez singulier? Vous avez souffert, enfant, Douja Brahimi? Clairement, hein. On a du mal à savoir qu'on a un père particulier, puisqu'on est ses enfants. Donc on accepte l'éducation qu'il nous donne. Là où j'ai commencé à sentir et à comprendre que j'étais dans une famille particulière, parce que l'histoire de mère aussi, elle est assez particulière, c'est après 62, quoi. C'est quand Alger a commencé à bouger, à changer, et qu'on devenait nous-mêmes étrangers dans sa ville. Là, tu te demandes si vraiment tu es dans le code algérien ou pas. Et de là, j'ai demandé à mon père, c'est quoi une Algérienne? C'est là qu'il a écrit Le Reflet. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Tout à fait. Un extrait, enfin 16 pages qui m'a adressé pour m'expliquer ce qu'était une Algérienne. C'est une réponse à vos questions. C'était une réponse à ma question. Je dis, papa, je ne sais pas c'est quoi une Algérienne. Et en fait, il m'a répondu à travers toute l'histoire de l'Algérie dans ces 16 pages. Et que je lis encore jusqu'à maintenant. Et à travers sa particularité dont vous parliez à l'instant de Douja Brahimi, est-ce qu'aujourd'hui, l'image de Momo a évolué dans le temps, dans l'espace? On a un autre regard sur le Momo, pas celui, ce fou amoureux d'Alger. C'était un fou amoureux d'Alger, mais c'était un fou de tout, quoi. Il nous a tout transmis. Moi, je suis marginale dans ma tête. Oui, Momo, aujourd'hui, dans l'espace public, dans le cinéma et dans la littérature. Il serait en avant-garde, même aujourd'hui. Déjà, tout ce qu'il a écrit il y a 20 ans qu'il est dit. Pardon, bien sûr, parce que très peu de gens connaissent. Je crois qu'on connaît l'image extérieure ou l'image justement de Marginal de Momo, mais il est très universaliste, par exemple. Il peut vous parler d'islam, il est pluriel. Il peut vous parler de bouddhisme, de Gestalt, de la théorie de la forme, de toutes ces choses-là. C'est un peu, vraiment, c'est surprenant, parce qu'on a une image de ce personnage qui est fantasque, terrible et tout. Mais c'est un personnage pluriel dans tout. Et donc qui était porteur d'une énergie, c'est-à-dire métaphysique, une énergie surnaturelle. Parce qu'il était curieux de tout. Et Momo, c'est un homme... Était-il réellement incompris? T'as la mer, mais c'est aussi un homme Sahara. Est-ce qu'aujourd'hui on l'approche autrement? Le plongeur du désert, Tahar Hannash. Donc on a utilisé les plongeurs du désert. Donc il est très pluriel, c'est-à-dire que c'est bien mais à travers Momo, moi je dis clairement, c'est l'ADN d'Algérie. Hein. Oui, bien sûr. C'est que j'ai l'impression que les Algériens, on a du mal. Tout à l'heure on parlait de territoire, je crois que Momo est un territoire. Un territoire dans lequel l'esthétique se fait, la philosophie se fait, tout ça, l'humanité. L'Algérien est Momo. Simplement,
Je pense que la colonisation a laissé de telles traces qu'on se sent encore aujourd'hui, on a ce complexe du colonisé, qu'on ne se donne pas la liberté de sortir de son cerveau. On est toujours dans le même cercle en train de tourner comme le hamster dans sa cage. Mais si tu rentres dans le cerveau de Momo, tu sors plus. Tu sors plus. Parce que moi, je sais que je suis cette race, parce qu'il a parlé de bouddhisme, il a parlé de taoïsme, mais papa c'était ça. Et mon métier, c'est aussi ça. Je suis dans l'énergétique, je suis dans la psychanalyse, je suis dans la psychogénéalogie, je suis dans la lithothérapie, je suis dans des thérapies qui sont justes. Mais si ici je les emmène, eh ben, les gens ils vont dire ah non, là il y a Joe, c'est pas possible, mais qu'est-ce que alors que Momo était déjà dedans. Et donc incompris déjà à son époque. Incompris complètement. Mais c'est l'Algérien. Et c'est en fait Momo est algérien et tous les Algériens sont Momo et tout Momo est dans chaque Algérien. Il faut juste se laisser la liberté de vivre. Il y a des airs, il y a des avions partout, c'est la raison pour laquelle il y a de l'ambiance. Ça bouge à ce festival. Ouais, je trouve que l'Algérien il devrait sortir de son triple. Oui. Il devrait couper les ponts et aller explorer autre chose que toujours revenir au même cercle. Himoud Brahimi dit Momo pour les bien sûr, très connu dans Alger et même internationalement, a laissé du moins un testament. Comment le gérer, comment le tuer, le vivre. Aujourd'hui, cette apparition, comme il est question d'Alger, comme il est question de mer et comme il est question de sport de Brahimi. On a un le objectif. Testament de Momo. Le testament, c'est le premier mot de Momo, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. C'est l'amour. Le premier mot de Momo, c'est l'amour. C'est vraiment le vrai mot. Ah, papa, avec l'amour, on a coupé dans notre vie parce qu'on y a cru. Nous, on y a toujours cru, en fait. Mais on est face à des gens qui ne pensent pas comme lui, en fait. Tout à fait. Et il a quand même laissé des tas de choses et que j'aimerais partager, mais avec des lectures. Et avec Amar Belkhodja, on est sur un projet qui parlait. Tout à fait. L'édition d'un autre ouvrage. L'édition d'un autre ouvrage. Qui va s'intéresser exactement à quel ordre de questions, quelle approche? Plutôt le métaphysicien. D'accord. Le métaphysicien. Donc un autre regard sur Momo. Oui, on a un autre regard sur Momo, mais en plus, j'ai une amie qui est astrologue et qui va prendre sa date de naissance avec son heure de naissance. J'avais demandé ça. Tout à fait. Pour parce que en Algérie, je ne sais pas s'ils y croient, mais en tout cas, moi, j'y crois. Le thème astral, c'est le jour où tu es né avec des planètes, certain alignement. Un certain alignement. Et donc, elle va comparer un thème astral de quelqu'un qui est décédé. Qu'est-ce qu'il a fait et voir si ça correspond à la vie qu'il a eue. Je vous sens très ému, Douja Brahimi. Oui, mais tu me parles de papa ou de la Casbah, je suis ému, c'est sûr. Mais écoutez, on vous a invité dans votre élément, j'allais dire. Nous dialoguions avec les éléments depuis le début de l'aventure. Il y a la mer derrière mon dos, je la vois pas, mais je la sens. Il y a le petit vent marin algérien. Oui. Parce qu'en Algérie, on n'a jamais chaud. Les gens pensent qu'on a chaud. Non, on n'a pas chaud. Il y a toujours à la marine. On est chaud de nature. Nous sommes des passionnés de moi, clairement, j'adore l'Algérie, les Algériens. Ils DZ, fait français. Oui, bon. Et on m'appelle la DZ, donc c'est pas par hasard. Ouais. Et tout ça, bien sûr, vous construit, vous alimente pour vos prochaines manifestations de Jabrahimi. Oui, bien sûr. Cet air marin, moi, je sais que quand je vais rentrer, ce soleil. Je vais avoir un an d'énergie de l'Algérie. Je sais que je vais revenir entre-temps, parce que j'aimerais m'installer là, à la fin de ma vie. J'aimerais acheter un petit appartement ici. Et l'Algérie m'inspire beaucoup. Elle m'inspire parce que c'est ma mère, Yima. Elle me l'a dit, Yima, c'est ma mère, c'est ma patrie. Ici, on ne me dit pas d'où tu viens, quelle origine tu es. Je suis chez moi. Votre source, la source de tout, vous me disiez. Alger ou l'Algérie est la source de tout. Ah oui, mais c'est le monde de l'Afrique. Vous le faites vivre à travers toutes les manifestations hors de nos frontières. Oui. Ahmed Bedjaoui qui sera avec nous la semaine prochaine au Café de la 3 du côté du 21 boulevard des Martyrs, qui me disait en ces termes-là, le film Tahia Elidou a été restauré et récemment projeté à la Cinémathèque et la jeune généralisée, c'était la première, vous le voyez, une forme de découverte extraordinaire du personnage où on approche Alger autrement. Oui, moi je vois, tu vois, Jawed Gessouma, il a dit qu'on a toujours une communication avec tous les éléments.
Oui. Et moi, toute petite, j'avais cette communication avec le Hayot تاع القصبة. Chaque fois que je passais, un mur me parlait, un endroit me parlait. Et quand j'ai vu ma fille courir, ma fille que tu connais bien, qui est chorégraphe aujourd'hui. Tout à fait. Quand je l'ai vue courir à la Casbah, elle a eu la création en héritage. Oui, mais t'as pas vu le ballet qu'elle a créé, les Exactement, je suis également. C'est une création algérienne à 100%. Ça raconte l'histoire de l'Algérie. Et c'est inscrit dans son ADN, non? Ah, ouais. Vous l'avez pas poussé dans Elle adore l'Algérie. Mais non, je l'ai jamais poussée. Ouais. Je l'ai laissée libre. Elle adore l'Algérie. Eh ben, vous savez quoi? Ils aiment également l'Algérie à travers une couleur, un coup de pinceau. Il s'agit de Jawdad Gassouma, encore lui, qui expose en ce moment à la Maison de la Culture Mouloud Mamri Tizi Ouzou jusqu'au 4 mai, encore une fois, en compagnie de Saïd El Djama, il nous parlait de son rapport à la peinture, de son rapport à Alger, son rapport à l'Algérie. Eh bien, justement, nous allons en parler avec vous aujourd'hui. Parlez-moi de la première rencontre avec Jawdad Gassouma. Comment s'est créé le lien artistique, pictural? Alors, je suis revenu en Algérie pour faire une exposition ici, et j'ai connu un ami qui s'appelle Yazid, qui est à Canal Algérie. Oui. Yazid. Pardon? Aït Mahidine, pardon. Voilà, et donc c'est par son biais que j'ai rencontré Jawdad Gassouma, et depuis on s'est jamais quitté. Mais la question qui se pose pour ce qui nous également cette exposition, je le rappelle encore une fois, qui se tient au palais à la Maison de la Culture Mouloud Mamri Tizi Ouzou, y a-t-il une forme de cohérence ou de dialogue parfois même invisible de vos visions de l'art et de la peinture? Certainement, quand on est deux artistes, forcément, ça va de soi. Quand lui, j'avais fait une expo à Mohamed Rassim, et qui est venu voir le travail là-bas. J'avais fait une à l'hôtel Sheraton, non, je sais pas comment il s'appelle, pas que la Sheraton situation. Il est venu voir l'expo là-bas, et j'ai fait une au Centre culturel français à Alger. Et c'est là qu'il m'a dit, voilà, ça serait bien que on en fasse une ensemble. Et moi, ça m'a fait un énorme plaisir de partager un espace avec lui et de partager ce moment agréable. Il est également pluriel, Jawdad Gassouma. Exactement. Il est journaliste, oui. Il est auteur, ouais. il a fait partie bien sûr de ce collectif, je le rappelle encore une fois, Sbarine, qui a marqué la peinture, l'histoire de la peinture algérienne des années, fin des années 90, début des années 2000. Alors justement, en matière d'analyse, comment aujourd'hui peut-on approcher ou du moins restituer l'acte pictural, l'acte de création de Saïd El Djama, Jawdad Gassouma? Oui, Saïd El Djama, c'est l'histoire d'une anti-rivalité. Une anti-rivalité. C'est peut-être une des rares fois, on a deux plasticiens qui sont pas rivaux. Moi j'aime bien, c'est-à-dire, moi j'ai un côté très minutieux, très street art, BD. Donc il y a une écriture qui est quand même assez minutieuse, même si elle est méditerranéenne, avec une essence africaine, tout ça. Mais lui, je ne sais pas comment il arrive, il est dans l'abstraction, mais je ne sais pas, moi j'essaie de désapprendre à dessiner, à écrire, désapprendre à écrire, et lui, il arrive à avoir un côté presque empirique, c'est-à-dire où il fait naturellement des choses, et il arrive à ce que moi je voulais arriver en faisant un multiple travail. Donc c'est très intéressant. Il a, par exemple, lui, il a des figures comme ça abstraites qui sont immenses et qui met avec un côté naturel très travaillé. Et on dirait que c'est des choses préhistoriques, on dirait que c'est les fresques du Tassili ou là, mais d'une manière véritable voyage. Voilà, un vrai voyage dans la nature, c'est très organique, ses travaux sont très organiques. Il a une technique aussi très particulière pour travailler en général. Donc quand il fait des dessins ou des formats moyens, ce que lui appelle ses petits formats, qui sont pas loin d'1 mètre, il a des surfaces, il a des matières, donc il travaille. Il travaille avec la main. Il triture, il est fusionnel, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il ressent le besoin inné, spontané, de travailler à la main. Il travaille, il gratte, il met des volumes, il rend la matière très importante. Mais là aussi, mais en même temps, il y a paradoxalement, quand c'est les acryliques, les immenses travaux qu'il a,
Ce sont des choses très spontanées. Il y a un rapport presque physique à la peinture. Très naturellement, il est physique, il n'est pas presque physique. Parce que lui, il a des mixtures, c'est-à-dire qu'il a une technique, il prépare un support, ensuite il enlève tout. C'est incroyable. Il enlève tout et il retravaille après d'une manière... Et le rapport au figuratif, et le rapport vis-à-vis du corps, il y a des références de loin avec le figuratif. C'est-à-dire il y a des choses qui peuvent nous figurer des choses, mais c'est pas spécialement voulu. Voilà, je pense qu'il pourra... Alors cette dernière exposition qui se déroule, je le rappelle encore une fois, à l'espace à la Maison de la Culture Mouloud Mamri de Tizi Ouzou. Oui. Parlez-moi de vos dernières œuvres. Est-ce qu'elles ont vu le jour ici ou est-ce qu'elles ont été réalisées? Non, elles ont toutes été réalisées là-bas. Là-bas. Ouais. D'accord. Rien n'a été réalisé ici. Je les ai ramenées ici pour les exposer ici. Combien d'œuvres moi j'en avais ramené une quarantaine. Mais c'est des quarantaines de 2,50 m de long. Une forme de gigantisme. Moi je fais que des grands formats. Je fais de 2,50 m sur 1,30 m. Voilà, donc c'est pas rien, c'est beaucoup. Vous travaillez, comment dire, au moment de la réalisation de ces créations-là, vous pensiez réellement le faire pour l'Algérie, pour la région Tizi Ouzou? Non. Vous n'êtes pas sur une thématique, je veux dire. Pas jamais de thématique. Parce que même moi dans mes expositions, quand les gens arrivent à mon expo, ils pensent toujours qu'à la fin, ils viennent me demander, me dire, c'est lesquelles les vôtres? Je dis, elles sont toutes à moi. Oui. Parce que je n'ai pas de patte particulière qu'on reconnaît comme ça. Je passe d'un sujet à un autre, d'une couleur à une autre, et c'est jamais un suivi. La création in situ vous intéresse ou pas? Spontanée, elle est tout de suite et elle se reproduit plus. Ah oui. Et qu'en est-il donc justement de vos créations, Jaoudat Gassouma? C'est une nouvelle, ce sont de nouvelles créations ou c'est un condensé de ce que vous avez eu à faire et à produire ces 5 ou 10 dernières années? Non, là c'est des nouvelles créations. Il y a 3 séries avec... Rapprochez votre micro, on vous entend pas très bien. Il y a 3 séries, ça va mieux comme ça? Oui, très bien. Donc il y a 3 séries, il y en a une qui s'appelle Hissar, Hiss, apostrophe ART. Vous avez le don de trouver des titres et des appellations assez particulières et singulières. Je saute à cloche-pliée sur les îlots que sont les mots. C'est très particulier parce que son travail, je suis incapable de le faire. Oui. Parce qu'il demande de la patience, il demande de la minutie. La minutie, exactement, il va dans le détail. Le diable se cache dans le détail. Moi, je suis incapable. Oui. Je leur tire chapeau. Rester sur un tableau comme ça avec les petits détails, avec les petits trucs comme ça qu'on n'imagine même pas, mais quand on est sur une toile. Et pourtant, les toiles que j'ai vues de lui, c'est des petits formats. Oui. Vous imaginez quand il fait des grands formats, c'est hallucinant. Tout à l'heure, j'avais posé la question donc justement à Jaoudat Gassouma d'approcher, de décrypter un peu vos univers. Et en ce qui vous concerne, quel regard et quelle analyse vous portez sur les créations et les tableaux de Jaoudat Gassouma? C'est exactement ça, c'est qu'il est plein de patience. Vous parliez de minutie, de détail. Le petit détail. Et puis lui, il fait quand même, sur celle de Tizi Ouzou, il y a quand même des thématiques. Il a fait quand même un appel à la Palestine, il a fait un appel à l'humanité, il a fait un appel à la Kabylie, il a fait un appel à... Donc c'est quand même c'est thématique. Oui. Et donc ça parle de quelque chose. Ce n'est pas comme moi, je suis dans la gestuelle, je suis dans l'expression, je suis dans et lui, moi je suis incapable, je lui tire chapeau. C'est incroyable. La douleur et la violence vous a réellement inspiré par rapport à tout ce qui se passe dans les territoires occupés. Il y a des travaux qui s'appellent Night in Gaza 1, 2, il y a Death in Garden, c'est-à-dire la mort en ce jardin. Oui. Il y a aussi Shirin, il y a Wael, il y a Samer, il y a Lubna Al-Ayan. Tout ça, ce sont des hommages à des personnages emblématiques de cette Gaza qu'on adore et qu'on voudrait en paix. Il y a aussi Tamrart. Je ne sais pas si les auditeurs vous écoutent ou vous captent. Alors les klaxons ne sont pas de moi, c'est juste qu'on est dans l'ambiance. Il y a une course qui... Alors il y a l'arrivée du biathlon. Il y a l'arrivée du biathlon, donc avec toutes les autorités, tout le public, tout ça. Donc le public. Même les services spéciaux qui nous font un petit coucou aujourd'hui. La BRI. La BRI qui en hommage. Voilà, donc voilà. J'en prie. Enfin, ils nous demandent des excuses. C'est déjà très sympa de leur part. C'est sympa. Mais donc on revient à la thématique. Donc il y a 3 thématiques principales qui ont été consacrées à l'exposition. Mais aussi une sorte d'hommage déguisé. Parce que Mouloud Mamri et Mouhia,
Un hommage à la littérature. Mouloud Mamri, je l'ai un peu connu à travers M. Asla, directeur des Beaux-Arts. Donc j'ai connu tous ces personnages devenus mythiques aujourd'hui. Mais la littérature vous a toujours aussi, intéressé. Donc voilà, donc c'est aussi ce lien. Hein, c'était pas l'espace, nous l'avons choisi exprès aussi en lien avec ça. Mais il y a eu une thématique. Il y a eu par exemple Tamghart, ça veut dire vieille en Tamazight, et Tamghart avec ARTS. Ouais. C'était un hommage à la spontanéité, à la liberté justement de ces vieilles à qui on demande pourquoi tu as fait ça, pourquoi elles vous disent les couleurs, les formes. Est-ce que je me trompe en ce qui vous concerne, parce qu'on se connaît du moins, à chaque fois que vous avez exposé, écrit, vous avez été de passage ici même au Café de la Troie, vous avez aussi collaboré. Vous étiez chroniqueur au Café de la Troie avec bien sûr Nasser Saïdi, Rida Doumage, que je salue au passage. On va revenir justement sur votre rapport à la littérature et à la peinture. Ils sont tous les deux, à mon sens du moins, indissociables. Oui, ils sont indissociables même pour le cinéma par exemple aussi, où il y a toujours une écriture. Qu'elle soit plastique, qu'elle esthétique, qu'elle soit cinématographique, il y a toujours une écriture. La peinture ne vous a jamais éloigné de la littérature et vice-versa? Ça ne m'a jamais éloigné, la littérature ne m'a jamais éloigné de la peinture. Je pense que c'est un univers que l'on décrit, que l'on raconte ou que l'on reporte ou c'est-à-dire que l'on décrit ou on décrypte et qu'on retransmet, on transcrit dans le langage qui s'y est, quoi. Si demain il y a quelque chose qui s'impose dans la peinture, je le ferai à travers la peinture ou à travers le cinéma, à travers l'écriture, toutes ces choses-là. Mais il y a surtout un personnage dans Donc là, il y a une course avec les personnes, des jeunes enfants aux besoins spécifiques. Tout à fait. C'est très très émouvant. Parce que, qui ont quelque chose de plus. Voilà, qui ont quelque chose de plus, comme disait, et c'est vraiment très émouvant, donc on leur rend hommage. Et puis la plongée de l'autre côté, voilà, justement, ce les beau temps voiliers, et tout ce ça, soleil de plomb qui nous accompagne vraiment émouvant et une atmosphère formidable, voilà, des choses qui vous donnent... Qui vous alimentent. Voilà, qui alimentent, c'est exactement le terme. Voilà, donc voilà. Alors pour ceux et celles qui viendraient tout juste prendre nos émissions en cours, nous vivons ensemble ce premier jour du Festival d'Alger des sports, encore une fois, qui va se poursuivre donc jusqu'au 3, où pas moins de 14 sites sont retenus pour cette nouvelle édition, soutenus par nos porte-drapeaux et athlètes, à l'image du marathonien Khaled Ben Aïssa et Brahim Gendouz. On parlait de sport justement, vous avez coécrit un ouvrage avec une grande sportive, une grande karatéka, j'allais dire, Judoka, pardon. Oui, voilà. Judoka, que nous avons reçu également à plusieurs reprises ici au Café de la Troie. Oui, ça a été une expérience formidable. D'ailleurs, je l'ai cherchée aujourd'hui. Je ne sais pas, d'habitude, elle est habituée de ce genre d'événement. C'est Salima Swakri qui est une immense sportive. Qui a porté les couleurs de l'Algérie pendant la décennie noire. Et même au-delà. Très très courageuse. Et tout le monde, on a fait pleurer beaucoup de gens parce qu'ils s'attendaient à lire un livre sur une sportive avec des exploits sportifs. Et ce ne fut pas le cas. Et ce ne fut pas le cas parce que ça a été une thérapie, cet ouvrage. Hein. Ça a été une thérapie pour elle. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est elle qui le signait. Bon, ça m'a fait immensément plaisir. C'était vraiment inédit comme expérience. L'expérience d'écriture avec elle était formidable. On applaudit ces enfants aujourd'hui qui nous font également signe en direct des Sablettes d'Alger. Voilà. De la Sablette d'Alger, pardon. Ils viennent d'arriver, donc ça fait plaisir. Ils ne déclarent jamais forfait, ces enfants-là. Oui, ils viennent en retard, mais ils continuent Justement, cet aspect de la résilience et de ne jamais déclarer forfait. C'était un peu ce livre. C'est avec Salima Swakri, ça s'appelait Ceinture noire et cœur blanc. Oui. Donc ça parle de résilience. C'était une catharsis également dans cet ouvrage-là, où elle s'est laissée aller. s'est laissée aller à beaucoup de choses et ça vraiment les gens... Permettez-moi de vous dire que vous l'avez presque psychanalysé. Dans cet ouvrage. Oui. Où elle a parlé de sa famille, elle a parlé de sa famille. C'était un écrit très intime. De ses blessures narcissiques, elle a parlé la perte de son sa frère construction, pendant la décennie perte d'un noire. frère dans des conditions
indescriptible, une séparation de ses parents dans des conditions vraiment très difficiles, et la résilience. Vous savez qu'elle a fait par exemple des combats avec 2 blessures, un coup de cassé. Oui. Elle a gagné ses combats, c'est-à-dire à un certain moment, elle a été exclue d'une compétition à Abjaya quand elle était encore jeune. Sa mère lui a payé un billet de bus, sa voisine lui a prêté une robe, elle est partie à Abjaya tout seul à 14-15 ans, je sais pas, quelque chose comme ça. Et elle va dans la compétition parce qu'elle est exclue d'une manière arbitraire, et donc elle dit voilà, je mérite ma place ici, je vois, et elle gagne. Ouais, en tout cas, elle rentre et elle gagne sa compétition, elle est sélectionnée après, elle transcende, c'est un personnage transcendant et résilient. Et donc c'est un livre sur la transcendance, sur la résilience, la sur transmission, la capacité de se réinventer, de se renouveler, de résister, et de croire en des jours meilleurs, de ne jamais déclarer forfait, et aussi de transmettre, puisqu'après et voilà, donc c'est quelque chose de formidable. Et si nous avons parlé de cet ouvrage, d'un de vos écrits avec bien sûr Salima Souakri, c'est à l'occasion de ce festival d'Alger des Sports, un ouvrage malheureusement aujourd'hui en rupture de stock. J'ai beau le chercher dans les bonnes librairies, en tout cas il a tellement eu de succès. De notre succès, oui, j'espère que l'éditrice l'aura édité. On va dire à bon entendeur, Jawdad Gessouma. À bon entendeur. Ici au festival d'Alger des Sports qui va se poursuivre, je le rappelle encore une fois, jusqu'au 3. Revenons à vous, fille d'Alger, Jawdad Doujabrahimi. Vous avez le micro, vous avez mis vos... J'ai mis mes lunettes de soleil. Exactement, parce que le soleil ah oui, il est fort. est un ami, mais là il est très fort, vous me disiez. Ouais. Vous êtes dans l'écriture, de l'histoire, mais d'une autre manière. On parlait de la peinture, on parlait de littérature. Vous, c'est la gestuelle et c'est le corps. C'est le corps. Le corps parfois meurtri de Jabrahimi. Le corps meurtri, oui. Il y a une forme de reconstruction. En fait, le corps, c'est un langage non verbal. Oui. Donc à partir du moment où on s'exprime par le corps et qu'on laisse le corps s'exprimer, il va raconter beaucoup d'histoires. Je ne sais pas si dans le ballet d'Amélie, tu as vu, de Hamel, tu as vu comment elle se débarrassait de la colonisation française. Exactement. En enlevant les écrits qui étaient... Parce qu'elle avait mis sur sa peau des tas de scotch avec des écrits, et elle a enlevé ça pour retrouver son identité algérienne. Et je trouve qu'elle l'a très bien exprimé. La reconquête historique. Ah, mais elle a très très bien exprimé tout ça. Et par le corps, on peut exprimer la joie, comme la douleur, comme la peine, comme aussi le doute, comme la beauté. Exactement. Écrire cette histoire, écrire cette Algérie des années 60, 70, 80 que vous avez connue, que vous avez également approché dans la douleur, malgré la distance qui vous sépare. Est-ce que vous y pensez On parlait de catharsis, on parlait d'une forme de reconstruction continuelle et perpétuelle. Est-ce l'écriture d'un livre ne pourrait-elle pas réellement vous sauver d'une certaine façon? Moi, c'est la danse. Moi, c'est le corps, c'est la danse. Quand ça va, je mets de la musique, je danse toute seule. Oui. Ouais. Je ne sais pas écrire, en fait. Pardon? Ouais. C'est le corps. Le corps, c'est le premier instrument artistique. Mais il y a un langage corporel dans la danse. Il y a des gens qui dansent, qui s'expriment. Voilà, je danse pour juste exprimer ce que j'ai envie. Mais il y a un langage dansé. C'est compliqué à écrire parce que c'est une écriture. Et comment vous expliquez la disparition de Corps et Métaphore, cette association que vous avez portée à bout de bras et qui a malheureusement aujourd'hui disparu? Sa renaissance est-elle au programme? Pardon? Sa renaissance, la renaissance ou du moins la reprise des activités de Corps et Métaphore. Ça serait autre chose. Ça serait autre chose, mais ça serait quelque chose d'autre. S'il y a renaissance, elle sera ici. Alger. Elle sera nulle part ailleurs. Elle sera nulle part ailleurs. Et c'est les retrouvailles avec nos danses classiques, c'est-à-dire la danse arabe-andalouse. Le retour aux origines, vous voulez dire? Ouais, ma danse, la mienne, quoi. Et exprimer à des enfants, surtout, parce que c'est eux l'avenir du pays. C'est pas les adultes. Les adultes, ça y est, on est dedans. Mais l'avenir de l'Algérie, c'est les enfants d'aujourd'hui.
Donc c'est à eux qu'il faut transmettre. Et vous le faites bien sûr à travers Je le fais, mais pas au en Algérie. quotidien, à encore. travers toutes vos créations. Oui. Et puis Amel Brahimi que vous accompagnez, que vous surveillez même à distance. Ouais. Ouais, mais ici, il y a des choses encore à donner nos filles, surtout nos filles. La danse libère. Elle libère et elle emprisonne, en fait. Elle t'emprisonne, elle t'exprime que tu es dans une tradition. Mais elle libère ta schizophrénie dans la tête. Elle libère tes frustrations, elle libère tout ça. Mais dans la création, il y a une forme de schizophrénie, Jawad Gassouma. Je ne sais pas si vous seriez d'accord avec moi. Vous qui êtes pluriel, vous qui êtes... Non, moi je suis absolument... Il n'y a pas de souci. Voilà, une forme d'analyse, encore une fois. Oui, oui, l'art bien sûr. La mais elle est création et la maîtrisée, schizophrénie. elle est maîtrisée pour certains d'entre nous. Mais tu sais, moi j'ai tous les artistes. Dans l'assumé, il n'y a aucun problème. Vous avez réglé le problème. Voilà, il y a une voilà. métaphore de Momo qui dit « Je suis une fleur de lotus sur un tas de fumier ». Très Tout bien, le monde me dit voilà. qu'est-ce que ça veut dire. Et je leur dis « Mais la fleur de lotus, s'il n'y a pas de fumier, il n'y a pas de lotus ». Voilà, Donc il faut partir par l'enfance, par le peuple. C'est le peuple. C'est la base, c'est le peuple. C'est le peuple, mais pas le peuple modeste en fait. Chab. Hadak huwa sah. Vous évoluez aujourd'hui en France, dans une région où il n'y a pas la mer. Même si elle est trifrontalière, il est question de l'île. Comment peut-on vivre loin de la mer? J'ai fait plusieurs résidences artistiques à Lille, Pardon? je vous jure que c'est formidable. Je ne vous ai pas entendu, Daouda. J'ai fait plusieurs résidences artistiques à Lille, je peux vous témoigner que c'est formidable. Oui, c'est une ville de dimension mais c'est européenne une et fille de la mer. Et elle la évolue Panne, hors elle peut de aller à la loin Panne de la au mer. nord, On est à la Manche, en fait. Voilà, là, il y a la Manche on a et il y a la le Manche. Nord-Pas-de-Calais. Et en fait, chez moi, je suis à 3 minutes de la Belgique à Voilà. pied. À la C'est Panne, il y que a ma une maison, je suis immense place magnifique. C'est magnifique. Moi, C'est un 3 peu le minutes de la Saint-Tropez Belgique. Oui, du Nord. On ne rivalisera jamais avec ce que vous Non, êtes en train non, de non, vivre. non, non, jamais, Aujourd'hui, jamais. face à la mer, Jawad Non, Gassouma. non, ça, c'est autre chose. Doudja Brahimi et C'est Jawad pas- Gassouma. Non, ça Deux n'a rien artistes à en voir. dialogue. C'est-à-dire qu'on est dans le ailleurs. Quand Ouais. on est dans le ailleurs, on s'enrichit de ailleurs. Je vais vous donner une anecdote simple. Je m'excuse. On était au Portugal une fois pour une biennale de la jeune création. Oui. Et ça, je vous jure que c'est vrai. Donc là, Kauf Lisbonne, qui est un peu un pendant d'Alger, qui est à Marseille. Et qui, quand on se donnait rendez-vous sur la place principale qui faisait face à la mer, quand le match maintenant, je vous jure que c'est Mais on vrai. le fait, on le fait donnait tous. la On do- football, oui, c'est vrai, parce on le fait tous. que- voilà. C'est vrai Alors- qu'on appelait votre maison la petite Casbah Oui, tout le temps. Doudja Brahimi. Ouais. Même là, quand mon ami Ahmed il vient passer ce week-end, Oui. يقول لي شريتي دار تخشي راكي في القصبة. قلت له علاش؟ De reconstruction. Je reconstruis De restitution. Oui, Ouais. Mes repères, c'est ça. Et les mythes fondateurs également. Oui. J'ai une façon de revivre, redécorer mes intérieurs comme si j'étais à la Casbah. On va revenir encore une fois des souvenirs Doudja Brahimi à ces jeux. Je le rappelle encore Ouais, une les fois, jeux méditerranéens des années 70. 75. 75, ouais, voilà, 70, 75. Mais vous me disiez, il y a aujourd'hui, il y a quelque chose qui n'a pas changé, Ah non, qui est non. resté immuable. Là, ce qui se passe là, ça me rappelle ça. Exactement ça. Oui, oui. C'est des images et des flashs. Des images, c'est des flashs, c'est des sensations aussi, sensations de bonheur, Mhm. sensations de liberté. Parce que en fait, les Algériens, on est des gens qui aiment la liberté. La liberté avant tout. Ah ouais, et ben le symbole Amazir, c'est libre, hein, homme libre, hein, c'est notre symbole quand même. Mhm. Tu Cette peux pas enfermer. seconde édition du Festival des sports d'Alger, encore une fois, vise à réhabiliter et à réinvestir les espaces publics au profit des citoyens. Je le rappelle encore une fois, un café de la Troie aux couleurs marines et aux saveurs salines. Et la plupart de vos personnages, c'est des lieux, c'est des villes, Jawad Gassouma. Ça Oui. n'a jamais changé. Oui, non, ça n'a pas changé. Parce que pour moi, la ville est un espace. C'est un personnage. Qui construit, oui, qui donne vie, qui héberge, qui accueille, qui est bienveillant, qui est souci, malveillant. Il y a toute la vie résumée dans la vie. C'est le terreau, si vous voulez, l'assise, la base de C'est une entité. Hein. C'est une entité vivante. Elle peut être violente, on peut être amoureux de Toxique cette chose, on peut aussi, la parfois. détester, on peut l'aimer. Tu sais, Il y a beaucoup ouais. d'ambivalence Ouais. dans le côté ville. Donc, Mais vous êtes un peu un globe-trotteur entre Alger, la Tunisie, la France. la Turquie. Exact. C'est tout ça en même temps. On n'arrive pas réellement
Oui, mais... Comme dirait l'autre, nous serions dans une forme d'identité meurtrière. Oui, ça m'a construit, ces choses-là m'ont construit. Ça a été une véritable richesse aujourd'hui dans votre construction artistique. Oui, bien sûr. Même en Algérie, j'ai énormément voyagé. De tous les quatre coins, c'est-à-dire dans les contrées les plus... J'ai eu, par exemple, une des expériences, c'est que j'ai eu la chance de faire le funambule sur le Tropique du Cancer. Qu'il soit le plus bas et le plus haut. Tout à fait. Parce qu'à 200 km cette ligne imaginaire. Voilà, donc il y en a deux. J'ai eu la chance de faire les deux. Donc une fois vous avez travaillé également avec Halim Zenati. Oui. Exactement, un des plus grands photographes algériens qui lui vit du côté de Marseille, je crois. Oui, Grenoble. À Grenoble. Il est à Grenoble, oui. On a beaucoup travaillé ensemble, même avec Amazir Katoub d'ailleurs, même là où à un certain moment dans mon cursus, j'ai un peu connu Tahar Djaou, de Biassine, un peu de loin comme ça, Mouloud Mamri, tous ces gens-là. Et puis Mazir Katoub, voilà une génération qui était plus proche de moi, beaucoup de gens. Mais, vous avez souvent écrit sur les autres. Hein. Oui, les autres m'intéressent plus que moi. C'est quand même plus intéressant d'écrire sur les autres. Ouais. Saïd El Djama, quel est aujourd'hui votre rapport à l'identité ou aux identités On parlait tout à l'heure de revendication. Est-ce que cela réellement a une importance dans vos créations artistiques jusqu'à cette dernière exposition qui se déroule à la Maison de la Culture Mouloud Mamri Tizi Ouzou? J'ai pas de revendication particulière. Moi je fonctionne au gré du veau, au gré des rencontres, au gré de Encore ce qui une se fois, passe. ce qui vous porte, c'est l'humain, vous me disiez pour la Oui, préparation. toujours. de Le l'émission. rapport humain est très important. Et il y a des choses qui nous parlent qui nous transmettent des choses sans qu'on fasse attention. Oui. Quand on est dans un pays choses ou qui un nous autre, ou interpellent. dans une ville ou une autre, et les rencontres, il y a des trucs qu'on capte inconsciemment. Et plus tard, ça nous revient et on se dit, ah bah oui, j'ai vu ça quelque part, ça m'a inspiré, ça m'a donné, Moi, je suis pas nostalgique du passé. Moi, d'où je viens, ce que j'y étais, ça, je le sais, c'est acquis. Ce qui m'intéresse toujours, c'est par exemple aujourd'hui, je ne savais pas que j'allais venir ici, ça m'intéresse. Demain, ce que je vais faire, ça m'intéresse. D'où je viens, c'est pas quelque chose qui m'habite. Oui. Ça, je le sais, je l'ai compris. Ce qui m'intéresse, c'est tout le temps y aller de l'avant, y aller de l'avant, y aller de l'avant et y aller de l'avant. Il y a des couleurs qui symbolisent des villes, par exemple Alger, c'est le bleu. Et qu'est-ce qui caractérise réellement vos actions en matière de peinture, Saïd El Djama? Elles sont pas réfléchies. Elles viennent d'elles-mêmes. C'est pas quelque chose de construit. C'est pas un projet. C'est pas un thème. C'est pas non. C'est d'un moment à un autre. Je passe d'un sujet à un autre et je passe d'une couleur à une autre. J'ai fait des séries noires et blancs. Les gens ils ont rien compris. Et quand je fais des couleurs, parce que vous êtes plus dans l'abstraction. Et toujours sur l'abstraction. Voilà. Et les gens le figuratif ne vous a jamais intéressé. Exactement. Saïd La El Djama. curiosité d'aller toujours à l'exploration, à faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et les expériences aussi. Les expériences sont très importantes. Moi, j'ai été dans des ateliers sans travailler, rien qu'à observer. C'est des ateliers d'expression libre, c'est-à-dire il n'y a pas d'académique, il n'y a pas vous faites ça, ça, ça et ça. C'est-à-dire on vous donne un chevalet, on vous donne du travail, on vous donne la peinture, on vous donne les matériaux et on vous dit allez-y. Oui. On s'exprime, on se lâche, Création on libre. sort ce qu'il y a dans les tripes. Et ça, quand on l'observe, c'est très enrichissant. Ouais. En fait, j'ai compris. Il va faire fait des peintures artistiques. Et en fait, les couleurs choisies, il ne va pas les réfléchir. Elles s'imposent à lui. C'est un instinct. Vivre l'instant. Alors tu vas emmener quelqu'un, voilà, tu vas emmener une personne aussi. Hein, tu es avec une sensibilité comme lui. À travers ses tableaux, elle va savoir comment il était à cet instant, comment il ressent les choses, qu'il a voulu, et même s'il n'y a rien de figuratif dans le tableau. Est-ce que je me trompe? C'est vrai, en tant que spectateur, quand vous voyez, je vous jure, vous captez des choses extraordinaires. Des choses enfouies qui ressortent, il y a des choses qui vont très très loin. Même si elles sont straites, la sensation elle est là. C'est un truc que... Comme le café est dans une forme de mobilité constante, aujourd'hui nous sommes... Même le ton, même la lumière fait pour moi. C'est-à-dire que je n'ai pas les mêmes résultats sur un tableau quand je travaille le matin, ou l'été, ou à 4 heures, ou d'après-midi, ou à la lumière artificielle. Ouais. C'est-à-dire il y a quelque chose, c'est comme... Voilà.
c'est comme le sol de l'énergie. Moi, j'ai été pour travailler en atelier collectif. Ben, j'ai été une semaine, j'ai dit, je peux pas. Il n'y a pas d'âme. Il y a pas, je ressens rien. Et donc, je peux pas faire bouger mes mains. Si nous vous demandions là, maintenant de réaliser l'œuvre, ça tournait autour de quoi ce dialogue permanent avec les éléments? Moi, je vais là, ma tête, elle est rangée de couleurs, elle est rangée de bruit. Les enfants, les adultes, les klaxons. La vie. La vie, c'est exactement, c'est le mot, c'est la vie. Et quand je suis dans un atelier où je m'éloigne de tout ça, et c'est là que ça commence à sortir à sa façon. C'est comme une mayonnaise, on mélange dans un bol, et après on ressort une mayonnaise, on dit elle est magnifique cette mayonnaise. Et loin de tout intellectualisme, de posture, et Gassouma de plier par une profonde amitié, ici au Café de la Troie, nous présentons une chance pour une chance de le rencontrer. C'est un travail qui n'a absolument rien à voir avec leur parcours commun de vie, ancré sur le partage mutuel de connaissances, d'envie, de doutes, de questionnements divers dans l'amitié la plus vive, tranche de manière inattendue avec les propositions stylistiques, artistiques et qui les caractérisent chacun. El Jama se plonge dans une œuvre absolument empirique qui laisse au support sa réalité se révéler après quelques incursions alchimiques où macère son trait, prédessiné sur un tissu qui garde le secret de sa chimie interne. On parle d'une véritable d'alchimie. Non, c'est bien écrit. Puisqu'il a un secret pour préparer. Alors parlez de ce secret de création. Voilà. Il prépare, après il efface, il refait tout d'une autre manière. Habitué, on est habitué. Et après on nous demande de l'extraire sur El Jama, il paraît qu'il y a un processus de création qui vous est propre et qui ne ressemble à aucun autre. C'est quoi ce processus de création, de macération et de création? Ça, je laisse les autres le dire pour moi. Ça, non mais écoutez, comme vous êtes au Café de la Troie, et comme nous sommes dans la comment dire la psychanalyse de groupe, hein, on aimerait réellement avoir comme vous n'êtes pas souvent de passage. Oui. Ici, c'est la raison pour laquelle on voulait capter un instant pour connaître. Je suis d'accord avec vous, mais simplement, je suis déjà quand je suis venu ici. J'étais en perpétuellement parce que je me dis quelle est la place de l'art, comment il pense ici, quel est l'intérêt qu'il porte à l'art, est-ce qu'il y a des connaisseurs, est-ce qu'il y a des curieux, est-ce qu'il y a des gens qui vont se déplacer, parce que des déplacer, laisser autre chose et venir à la galerie voir votre travail, c'est déjà un geste magnifique, que moi je trouve magnifique. Pas spécialement qui viennent acheter, non, qui viennent déjà déplacer et de dire voilà, j'y vais. Ça c'est déjà. Et bien franchement, moi j'ai été vraiment agréablement surpris de l'intérêt que l'on portait pour mon travail. Submergé par des émotions. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Je m'attendais à tout sauf à ça. Et c'est bon, à chaque fois que j'expose, les gens sont ravis, les gens éblouis, les gens... Et parlez-moi du regard et du discours de ceux qui viennent vous voir. Alors, on retrouve aussi, moi, les gens qui m'ont acheté l'étoile et après, j'ai lié avec eux. Ce sont des intellectuels, ce sont des gens qui connaissent là. Donc ça ne me diffère pas beaucoup des intellectuels de l'Europe. Des écrivains, un cinéaste, un avocat. Donc ce qui est, c'est que moi j'ai laissé l'Algérie quasiment sans art et je reviens et je remplis une galerie et je vois d'artistes qui font de tout. Mais vous avez toujours été curieux de ce qui se passait ici, même à distance. Oui. Au départ, j'étais un petit peu étonné parce qu'on était dans le traditionnel et le post-colonial. On faisait la casbah, la femme voilée de la casbah, la mirotée. Mais là, il y a une forme d'exotisme, entre parenthèses. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons mais beaucoup maintenant, cassé il faut cette image. D'autres choses. Et ils se lâchent plus. Au départ, ils étaient un peu bloqués, mais là, je vois que j'ai visité beaucoup de galeries et les gens se lâchent beaucoup plus. Et c'est très agréable ça. Et parlez-moi donc justement de votre curiosité, le fait d'échanger avec d'autres artistes à distance, avec d'autres artistes algériens. On en a besoin. Oui. On en a besoin. Ça vous nourrit aujourd'hui? En fait, pas aujourd'hui. Enfin, toute ma vie. Oui. On en a besoin de l'autre. On n'existe pas sans l'autre. Oui. C'est impossible. On existe. Il y avait quelqu'un qui avait dans une émission de télévision en France. Quelqu'un qui a critiqué un chanteur il y a très longtemps et le chanteur lui répond c'est pas grave si vous m'insultez mais quand je fais les zéniths pleins ça veut dire que vous insultez les gens, toute l'intelligence de ces gens.
Voilà, on a besoin, on n'existe qu'à travers l'autre. C'est comme mais la beauté n'existe qu'à travers le regard de l'autre. Toujours. Ouais. On existe en entier. Donc tout ce qu'on est, que par rapport à l'autre. Sans autre, on n'y est pas. On n'y est que toujours par rapport à l'autre. Et eux, ils existent par rapport à vous, et c'est un mélange. Saïd El Djamma, mais est-ce qu'il y a un véritable dialogue, de véritables échanges de nos artistes, de l'autre côté bien sûr, en ce qui vous concerne vous, avec d'autres artistes de notre communauté ici, en France, non. Ouais. Et même ailleurs. Hein, non. Moi, là-bas... Il y a une forme de rupture artistique. Moi, j'ai eu la rupture, exactement. Parce que quand je commençais à exposer dans les années 80, 79-80, j'exposais en collectif au départ et après j'ai fait une exposition tout seul. Et la première action que j'ai faite, c'est d'aller inviter les gens qui sont partis, moi, dans les années 70, en France. Et quand ils sont venus, c'était pas leur élément. Quand je les ai amenés faire du ski, ils veulent pas. À la salle de sport, ils veulent pas. Courir, ils veulent pas. Aller au théâtre, ils veulent pas. Écouter du jazz, ils veulent pas. Et donc, du coup, ça s'est fait spontanément. L'éloignement s'est fait vice-versa. Et donc, du coup, je n'ai pas vraiment d'amis algériens là-bas. Aucun. Alors aujourd'hui, vous exposez avec Djaoudet Gassouma, une exposition qui, elle, va se poursuivre jusqu'au 4 du mois en cours. C'est à la Maison Culture, Mouloud Mamri. On poserait la question en nous disant, mais pourquoi cette exposition, est-ce qu'elle sera visible à Alger, à Constantine, à Oran, voire même dans les... Est-ce que vous y pensez ou est-ce que c'est pas réellement dans le... La demande des gens, c'est bizarre parce que maintenant on commence à demander à une expo de tournée. Là, on vous écoute en même temps. Non, allez-y, Djaoudet Gassouma. De liens, d'intérêt commun. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on partage quelque chose d'autre que dans le thé de parler d'Alger. Aujourd'hui, on prend le café, on partage des choses au café de la 3. Hein. Voilà, je plaisante. Voilà. La visibilité de cette exposition hors Tizi Ouzou, dans d'autres espaces, est-ce qu'on y pense? Oui, dès que les conditions seront réunies, peut-être que... Mais c'est également le rôle des maisons de culture en Algérie. C'est ce que je voulais qui êtes dire, journaliste également, vous le savez aussi bien que moi. Il faudrait que celles-ci prennent réellement charge les expositions et leur donnent de la visibilité tout le reste de l'année. Dès que les conditions seront réunies, il est fort probable qu'elles se Mais surtout, vos dernières œuvres, ça fait longtemps. C'est des dernières œuvres qui ont été réalisées pour être montrées parce qu'elles disent choses et parce qu'elles rentrent dans un contexte particulier. Donc elles sont inédites, originales. Il y a de nouvelles techniques dans le travail présenté. Et cette correspondance entre Saïd El Djamma et moi, c'est une sorte d'actualité qui est intéressante à découvrir. Les gens me disent, est-ce que vous allez ailleurs? Tout à fait, oui. Je le dis, dès que les conditions seront réunies, nous on répond. On l'espère, Djaoudet Gassouma. D'abord, on regrette également l'absence d'un autre invité qui s'est perdu ici. Donc, au niveau de la sablette, je le disais encore une fois, pour nous géolocaliser Djaoudet Gassouma, nous sommes dans un espace assez ouvert. Hein. Oui. Voilà, encore une fois, la Marina. Encore une fois, je tiens à le remercier parce qu'il nous disait que c'est tout simplement perdu. Il avait reçu le trophée du meilleur livre d'art, écrivain, éditeur, mais également physicien. Nadir Djamma expose également au Bastion Vroy, au Palais des Raïs à l'occasion du mois du patrimoine. Exactement, ça se passe donc, ça va se poursuivre jusqu'au 18 mai, donc la fin du mois du patrimoine. Et là, du coup, il expose 40 ans de passion photographique. Ce qui est bien en lui et chez lui, c'est qu'il a un rapport assez particulier, assez singulier à l'histoire, aux régions et surtout au voyage des objets. Ça, c'est une chose usuelle du quotidien. Et ces objets-là, aujourd'hui, elle est dans une forme de fétichisme. Regarde, curieusement, Douja Brahimi. Un objet, il a une histoire. Tout à fait, exactement. Vous êtes très sensible aux objets et aux histoires. Et c'est la raison pour laquelle je vous pose cette question-là. Un objet, il a une histoire, il a une mémoire. De ceux qui l'ont utilisé, de ceux qui l'ont fait, apporte une énergie, un objet. Oui. Une bonne ou une mauvaise, mais il apporte. Mais vous me disiez pour la préparation de cette émission, parce qu'il nous reste moins de 2 minutes avant la fermeture, j'allais dire, du Café de la 3, c'est un peu bizarre parce que nous sommes en plein air, face à la mer,
soleil, la mère Ijabida me dit, il y a le responsable du café qui vous demande de refermer les portes et donner les clés en éteignant la lumière. Je reviens à vous, bien sûr, je vous donne la parole parce qu'on va bientôt finir l'émission aujourd'hui. Spéciale, je le rappelle encore une fois, festival des d'Alger, Jazair, Zmat. Votre rapport à Alger, encore une fois, est plus présent, et plus intense et plus violent que jamais. Ah, plus que jamais, d'ailleurs, je vais m'installer ici, je vous l'ai dit. Je veux acheter un truc ici pour finir. Je n'ai pas envie d'être enterré en France. Moi, je vais être enterré en Algérie. Ouais. Quand je vous rappelle de cette bague, vous avez essayé de m'offrir, qui représente un arbre. L'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est l'enracinement et les feuilles que vous êtes dans une phase d'élévation. On est dans des racines et des ailes avec vous. Ouais, exactement. Exactement. Les racines et les ailes. Ouais. C'est réellement, c'est la raison pour laquelle vous aimeriez acheter, avoir un pied-à-terre à Alger. Oui, parce que même si je suis propriétaire en France avec une belle maison, je me sens pas chez moi. Ouais. Je me sentirai chez moi que ici. Il n'y a que là que je me sens chez moi. Je reviens à votre actualité parce qu'on va bientôt fermer les portes du café de la 3. C'est votre livre avec Belkhoudja. Et justement, Ahmad Belkhoudja qui offre une autre image, une autre approche de Hamoud Brahimi, 10 moments, l'enfant terrible de la case. Ah, il sera une surprise parce que nous, pour l'instant, on veut parler de l'homme mystique et puis du métaphysicien, mais je pense qu'on va aller, explorer peut-être autre chose. Bah écoutez, ça a été un plaisir de vous avoir ici avec nous en direct ici donc de la Sablette d'Alger qui abrite cet événement que je conseille à tout le monde qui va se poursuivre, donc qui a commencé aujourd'hui, qui va se poursuivre jusqu'au 3. C'est le festival d'Alger des sports, encore une fois, qui revient et qui vous invite à vivre de nouvelles expériences avec pas moins de 120 activités au programme. Dans quelques instants, merci madame, merci messieurs, merci à vous. Tijawida, encore une fois, un grand merci par la même occasion à Osmani Mohamed qui était aujourd'hui à la technique. Merci Davida, merci Karim et puis à tous ceux qui nous écoutent. À vous l'antenne et à la semaine prochaine pour vivre ensemble de nouvelles aventures.